Imaginez que vous soyez coincé dans un travail sans salaire, sans avantages sociaux, et que même lorsque vous mourrez, vous devez encore pointer le lendemain. C'est le sort des héros dans ce monde, car peu importe le nombre de fois où ils meurent au combat, ils sont constamment ressuscités et contraints de continuer à se battre. Dota est l'un de ces héros, et il court actuellement à travers la forêt, poursuivi par un groupe de chevaliers. Les chevaliers le poursuivent parce qu'il vient de leur voler un cercueil, mais il se trouve également dans la région un groupe de fées démoniaques, qui sont bien plus effrayantes que les chevaliers. Pendant que les chevaliers sont transformés en nourriture pour monstres, Dota tente de s'échapper, mais ses jambes courtes et trapues l'empêchent d'aller très loin avant qu'une des fées ne le rattrape et le jette à terre. Dota panique et appelle à l'aide, car il ne veut pas finir en casse-croûte. Heureusement pour lui, à la dernière seconde, son compagnon Xylo tombe du ciel et poignarde le monstre à la tête. Dota est reconnaissant d'être en vie, mais il a apparemment été transpercé alors qu'il courait pour sauver sa vie, et il souffre énormément, il n'est donc pas prêt à affronter tout cela. Il dit à Xylo de simplement le tuer, car l'Église le ressuscitera de toute façon à la base, mais Xylo le frappe au visage et lui dit d'arrêter de penser ainsi. L'Église se moque qu'il meure, car elle peut toujours extraire leurs âmes de l'enfer et les placer dans de nouveaux corps, mais après chaque mort et résurrection, les souvenirs de votre âme s'effacent lentement, et vous finissez par oublier qui vous êtes. Dota se rend compte que Xylo a raison, alors il accepte de laisser Xylo soigner sa blessure, même si c'est douloureux. Peu de temps après, Dota est soigné, mais à ce moment-là, Xylo remarque le cercueil là-bas, et il comprend enfin que Dota a fait quelque chose de vraiment stupide. Il était poursuivi parce qu'il avait volé ce cercueil, mais Xylo ne comprend pas pourquoi Dota aurait pris la peine de voler quelque chose comme ça aux chevaliers. Dota s'excuse et dit qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Il a juste vu les chevaliers transporter le cercueil et s'est dit « je pourrais probablement le voler ». Et avant même de s'en rendre compte, il courait dans la forêt avec le cercueil. Xylo doit faire appel à toute sa retenue pour ne pas trancher la gorge de Dota après un coup pareil, mais Dota le supplie de laisser tomber, car dans le pire des cas, ils peuvent simplement rendre le cercueil et tout reviendra à la normale. De toute façon, leur situation ne pouvait pas être pire. Cependant, lorsqu'ils se dirigent vers le cercueil pour l'inspecter, ils se rendent compte que leur situation vient d'empirer considérablement. Le fait que Dota ait volé un cercueil était déjà grave, mais il contient le corps d'une jeune fille qui semble très importante, et le quartier général va être très en colère. Dota suppose qu'elle doit être de sang royal, mais Xylo se rend compte que la jeune fille n'est même pas humaine, c'est une déesse. Au début, Dota ne le croit pas, car il se souvient que les déesses sont des armes créées pour vaincre les seigneurs démons, et qu'elles ressemblent toujours à d'énormes morceaux de fer, pas à des petites filles, mais Xylo est certain que cette jeune fille est l'une d'entre elles. À ce moment-là, les deux hommes entendent le son d'un corps à proximité, ils vont donc voir ce qui se passe, mais Xylo dit à Dota de laisser la déesse derrière eux. Le son provenait d'un groupe de chevaliers dans la vallée voisine, et ils sont en train de se faire massacrer, et pendant tout ce temps, Xylo observe la scène en pensant « bon sang, c'est fou. Mais ça ne pourrait pas être moi. » Les chevaliers ont fait preuve de négligence pendant leur avancée, c'est pourquoi ils sont tombés si facilement dans une embuscade tendue par des fées, mais même si c'est de leur faute, Xylo ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'ils meurent. Personnellement, il se fiche des chevaliers, mais il en reste quelques-uns en vie là-bas, et sa mission officielle cette fois-ci était de s'assurer qu'au moins la moitié des chevaliers royaux de la région survivent, donc sauver ces types l'aiderait à atteindre son quota. Cependant, alors qu'il s'apprête à sauter, lui et Dota entendent une voix derrière eux. C'est la jeune fille déesse du cercueil, qui semble être bien vivante, mais sa vue agace profondément Xylo. Elle a entendu ce qu'il a dit à propos de sauver les chevaliers, et elle pense que c'est un bon objectif, alors elle lui propose d'utiliser son pouvoir pour garantir sa victoire, mais en échange, il devra payer le prix fort. Elle veut qu'il la traite de gentille fille et lui caresse la tête une fois qu'elle aura terminé. Apparemment, les déesses sont conçues avec un désir irrésistible d'affection et de reconnaissance, probablement afin de pouvoir les contrôler. Mais la déesse Théorita semble s'en moquer et affirme que son but est d'aider son maître élu de toutes les manières possibles, ce qui signifie qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour aider Xylo si nécessaire, mais ce manque d'estime de soi est l'une des raisons pour lesquelles il déteste tant les déesses. Il saute de la falaise et dit qu'il s'en occupera seul, car il ne veut pas compter sur le pouvoir d'une déesse, mais il aura tout de même besoin des talents d'observation de Dota, alors il lui demande de lui indiquer la direction des chevaliers. Dota ne veut vraiment pas s'impliquer, mais il a des quotas à respecter, il n'a donc pas d'autre choix que d'obéir. Alors que Xylo glisse le long de la falaise vers les chevaliers, il se rend soudain compte que Théorita est juste derrière lui et lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'il est évident qu'elle voulait protéger son chevalier, mais il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide. Dès qu'il aperçoit une fée, il imprègne un poignard de magie de lumière et de chaleur avant de le lancer, provoquant une énorme explosion, tandis que Kivia fait de son mieux pour suivre le rythme. À la fin de la bataille, tous les monstres ont été éliminés, mais alors que les chevaliers étaient initialement reconnaissants de l'aide apportée, ils changent complètement d'attitude lorsqu'ils réalisent qu'il fait partie des héros condamnés.
Il trouve honteux d'avoir été sauvé par quelqu'un comme Xylo, et l'un d'eux pointe même son épée vers lui, ce qui semble assez stupide puisqu'ils savent tous que Xylo est la personne la plus forte ici. À ce moment-là, Xylo apprend que l'unité principale des chevaliers sacrés a décidé de faire une dernière résistance près de la rivière pour repousser les démons qui avancent, ce qui, en théorie, semble logique, mais si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, la plupart des chevaliers sont complètement inutiles contre les démons, il est donc impossible qu'ils puissent repousser toute une armée de monstres. C'est pratiquement une condamnation à mort, et normalement, Xylo se moquerait bien du sort d'une bande de chevaliers prétentieux, mais si trop d'entre eux meurent d'un coup, l'équipe de héros actuelle sera considérée comme un échec et il sera torturé la prochaine fois qu'il ressuscitera. Il ne peut pas laisser cela se produire, alors il se prépare à aller sauver l'unité principale avant qu'elle ne soit complètement anéantie. Pendant ce temps, sur le front, l'escouade dirigée par le commandant Kivia vient de rencontrer l'armée démoniaque. Ils préparent leurs lances éclairées, à leur crédit, ils parviennent à éliminer les premières vagues de monstres, mais il en reste encore beaucoup, et tôt ou tard, ils vont être submergés. Heureusement, Xylo arrive juste à temps pour les sauver. En réalité, plusieurs chevaliers ont déjà péri, donc je ne dirais pas qu'il arrive juste à temps, mais au moins, il est là, et il est bien plus habile que n'importe lequel de ses novices. Il parvient donc facilement à venir à bout de la vague actuelle de monstres, et les chevaliers sont tous stupéfaits par cette incroyable démonstration de puissance. La commandante Kivia s'approche de Xylo et, bien qu'elle lui soit reconnaissante de son aide, elle se méfie également du fait qu'un guerrier inconnu vienne d'apparaître sur le champ de bataille comme sorti de nulle part. À ce moment-là, Théorita rattrape Xylo et lui reproche d'avoir encore une fois essayé de la semer. Kivia reconnaît Théorita comme étant la déesse qui devait être transportée vers la capitale, et elle se méfie encore plus de Xylo, car elle pense qu'il a dû attaquer le groupe d'escorte pour kidnapper Théorita. Xylo explique que les chevaliers qui escortaient Théorita sont probablement morts, mais que ce n'est pas de sa faute, et qu'il n'a d'ailleurs aucun intérêt à conclure un pacte avec une déesse. Kivia est toujours très confuse et exige une explication claire, mais même si Xylo aimerait lui donner tous les détails, ils n'ont pas le temps pour cela car le seigneur démon se rapproche. Alors que le seigneur démon avance, la forêt qui l'entoure est corrompue par le fléau démoniaque, transformant la faune en monstre. Voir autant de démons approcher en même temps est incroyablement terrifiant pour les troupes, qui perdent leur sang-froid et tirent impulsivement, malgré les avertissements de Kivia. Il s'avère que c'était l'une des pires erreurs qu'ils pouvaient commettre, car ce seigneur démoniaque dispose d'un champ de force qui non seulement bloque les attaques, mais renvoie également les dégâts vers eux, ce qui entraîne la mort d'une grande partie des chevaliers sacrés. Alors que le démon continue d'avancer, Xylo dit à Kivia que cette bataille est perdue d'avance et qu'ils devraient tous battre en retraite tant qu'ils en ont encore la possibilité. Cependant, même si Kivia sait qu'il a raison, elle refuse toujours de battre en retraite. Xylo lui dit qu'elle mourra si elle reste ici, et que la seule raison pour laquelle il est venu, c'est parce qu'il a reçu l'ordre de soutenir leur retraite. Dès qu'elle l'entend dire cela, Kivia comprend qu'il doit être l'un des héros envoyés par le quartier général. Elle lui répond alors qu'en tant que commandant sur le terrain, c'est elle qui a le dernier mot sur les actions de la troupe et que, pour préserver leur honneur, ils sacrifieront leur vie sur le champ de bataille aujourd'hui. Cependant, Xylo se moque éperdument de l'honneur stupide de Kivia, car il ne supporte pas les gens qui sacrifient volontairement leur vie de cette manière. Mais alors que lui et Kivia sont en pleine dispute, le seigneur démon lance soudainement son attaque. Des dizaines de sacs d'œufs s'abattent sur le rivage et, en un instant, toute la troupe est submergée par les monstres. Xylo fait de son mieux pour les tenir à distance, mais il est à court de poignards à lancer et la situation ne s'améliore pas soudain. Quelques monstres se dirigent vers les canons à foudre et provoquent une énorme explosion sur le champ de bataille qui assomme Xylo. Lorsque Xylo reprend conscience, la seule chose qu'il voit est Théorita allongée sur le sol en face de lui, qui le supplie d'utiliser son pouvoir, car c'est le seul moyen de sauver les gens ici d'une mort horrible. Xylo sait qu'elle a raison, mais il s'est juré de ne plus jamais utiliser le pouvoir d'une déesse. Il commence donc à appeler Kivia et lui crie de conclure une alliance avec Théorita à sa place. Cependant, un instant plus tard, il voit la cuirasse ensanglantée de Kivia rouler sur le sol, et selon toute vraisemblance, elle n'est plus qu'une flaque de bouillie sur le champ de bataille à présent, il semble donc qu'il n'ait plus le choix. Il dit à Théorita qu'il est prêt à conclure le contrat, ce qui la réjouit. Elle s'apprête à lui expliquer la procédure, mais il lui dit qu'il sait déjà comment faire. Il se fait une entaille au dos de la main et la présente à Théorita en offrande. Dès qu'elle embrasse son sang, il sent le lien entre lui et Théorita se former. Maintenant que le pacte est conclu, Xylo est capable de puiser dans le pouvoir de Théorita, alors elle lui demande ce qu'il aimerait faire en premier. Il répond qu'un bon point de départ serait d'éliminer les fées qui les entourent actuellement, ce que Théorita accepte avec joie. En tant que déesse des épées, Théorita est capable d'invoquer d'innombrables armes et de les faire pleuvoir sur ses ennemis. En un rien de temps, elle a complètement anéanti l'armée de monstres. Théorita est très fière d'elle et dit à Xylo qu'il peut commencer à la féliciter, mais il lui répond que sa récompense devra attendre, car une autre vague de monstres se dirige vers eux.
Il ramasse l'une des épées créées par Théorita et la lance sur un monstre. Il semble que son pouvoir fonctionne toujours avec les épées créées par Théorita, alors il lui demande de lui donner plus de munitions. Petit à petit, il élimine les démons restants sous le regard émerveillé des chevaliers sacrés. À un moment donné, Xylo parvient à retrouver Kivia, qui est surprise de voir qu'elle est encore en vie, mais il aurait été préférable de le savoir avant de conclure le contrat. Il dit à Kivia qu'elle doit prendre ses hommes et traquer tous les démons qui ont survécu à ces explosions avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Kivia est offensée qu'un héros condamné ose lui donner des ordres, mais Xylo lui rappelle qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, et qu'elle doit donc mettre sa fierté de côté et faire ce qui est nécessaire pour survivre. Il est peut-être un héros condamné, mais il n'a pas l'intention de mourir ici, et il ne veut pas voir quelqu'un d'autre mourir ici non plus, c'est pourquoi il va éliminer le Seigneur Démon avant que cela n'arrive. Il soulève Théorita sur ses épaules et se prépare à charger le Seigneur Démon. Elle lui demande s'il veut qu'elle utilise ses pouvoirs maintenant, mais il répond qu'ils doivent d'abord se rapprocher un peu plus, et qu'elle devrait donc se concentrer pour l'instant sur lui lancer des épées. Une fois qu'ils sont enfin assez près, il demande à Théorita de créer une épée géante qu'il peut utiliser, et lorsqu'il la lance dans le corps du Seigneur Démon, cela provoque une énorme explosion qui perce un trou dans son corps. Malheureusement, cela n'a pas suffi à le tuer, et le Seigneur Démon fait pousser plusieurs tentacules et les attaque, forçant Xylo à défendre Théorita de son corps. Lorsque Xylo se réveille, il trouve Théorita debout près de son corps, et Dota est également présent, car il est enfin revenu de ce qu'il était en train de faire pendant que Xylo risquait sa vie. Au début, Xylo était furieux, mais il remarque ensuite que Dota a encore volé quelque chose. Dota tente de se défendre en disant que cet objet traînait près du camp de base et qu'il s'est dit qu'il pouvait aussi bien le prendre. Pour une fois, les doigts sales et voleurs de Dota ont porté leurs fruits. Il s'agit d'un seau de terre brûlée, en gros une bombe très puissante, et Xylo vient d'imaginer un plan pour l'utiliser afin d'éliminer définitivement le Seigneur Démon. Il règle le minuteur et saute en l'air avant de lancer la bombe directement dans la blessure du Seigneur Démon. Avant qu'elle n'explose, il attrape Théorita et Dota et s'éloigne le plus vite possible du rayon de l'explosion. La bombe finit par exploser et le corps du Seigneur Démon est complètement détruit. La bataille est enfin terminée, et Théorita dit qu'elle veut être félicitée pour son bon travail, mais alors qu'il s'apprête à lui tapoter la tête, il a soudainement des flashbacks d'une ancienne déesse avec laquelle il avait conclu un contrat, et il ne peut se résoudre à le faire. À ce moment-là, Kivia apparaît, et même si Xylo a sauvé tout le monde ici, elle pointe son épée vers lui et lui dit qu'il sera puni pour avoir agi de son propre chef et avoir conclu un pacte avec la déesse Théorita sans autorisation. Théorita tente de prendre la défense de Xylo et dit à Kivia qu'il est le chevalier le plus digne qu'elle puisse souhaiter, mais Kivia lui répond qu'elle dit cela uniquement parce qu'elle ignore le crime que Xylo a commis et qui lui a valu d'être condamné à devenir un héros. Théorita demande quel était ce crime, car elle est sûre qu'il ne pouvait pas être si grave, mais Kivia explique alors que Xylo était autrefois un chevalier sacré et qu'il a été accusé d'avoir tué la déesse avec laquelle il avait précédemment formé une alliance. Théorita est choquée d'apprendre cela. Du moins, c'est la version officielle qui a été annoncée, mais en réalité, les choses se sont passées très différemment. Le jour du jugement de Xylo, il est conduit devant le tribunal où l'inquisiteur lui annonce qu'il est accusé d'avoir tué sa déesse, Sinurva. Xylo tente d'expliquer qu'il avait reçu l'ordre de partir au combat avec elle, mais que les renforts promis ne sont jamais arrivés et que Sinurva a été contrainte d'utiliser toute son énergie. Lorsqu'une déesse épuise toute son énergie, elle devient vulnérable et susceptible d'être corrompue par les démons. Il a donc choisi de mettre fin aux souffrances de Sinurva avant qu'elle ne soit corrompue. C'était une raison tout à fait valable, mais l'inquisiteur l'a accusé de blasphème contre les déesses et a ordonné aux gardes de l'empêcher de dire un mot de plus. Xylo a désespérément tenté d'expliquer que si une déesse était corrompue, cela pourrait donner naissance à un démon possédant les pouvoirs d'une déesse, ce qui mènerait à la disparition de l'humanité, mais en levant les yeux, il a réalisé que l'inquisiteur se moquait complètement de la vérité et que tout cela avait été un coup monté depuis le début. Il ne savait pas qui en était l'instigateur ni où il se trouvait, mais il jura sur le champ que, peu importe le nombre de vies que cela lui prendrait, il le ferait payer. Quelques jours après la fin de la première mission, Xylo dort dans sa tente au camp de base lorsque Théorita le réveille soudainement. Il lui dit de ne pas le déranger puisqu'il veut dormir davantage, mais il lui demande aussi pourquoi elle est toujours là malgré le fait que les chevaliers lui aient déjà tout raconté sur son passé. Théorita admet qu'elle était initialement inquiète en apprenant que Xylo avait tué une déesse auparavant, mais elle croit fermement qu'il avait nécessairement une bonne raison de le faire. Il se retourne dans son lit et lui dit que sa raison importe peu car, en fin de compte, cela ne change pas le fait qu'il a tué une déesse. Il dit ensuite à Théorita que le pacte qu'ils ont formé peut être dissous d'un commun accord, donc elle n'a qu'à dire le mot et leur lien sera rompu, mais Théorita refuse absolument. Elle dit que Xylo est son unique et seul chevalier, et quoi qu'il arrive, elle doit rester à ses côtés jusqu'à la fin. À ce moment-là, Xylo reçoit un message de Venetim lui disant qu'ils ont été assignés à une autre mission et qu'ils doivent partir immédiatement. L'hiver a déjà commencé à s'installer dans cette région,
et Theorita est émerveillée par la beauté de tout lorsqu'il est gelé. Mais aussi mignonne que sa curiosité puisse être, elle est aussi vraiment agaçante, donc Xylo et Venetim se lassent très vite de ces questions incessantes. Pendant ce temps, au QG, Kivia a reçu une mission propre, et selon son supérieur, elle doit suspendre la mission de transport originale et se rendre au tunnel de Ziwan pour aider à les dégager. Elle demande si cela signifie que ces tunnels ont aussi été envahis par le fléau démoniaque, donc son supérieur explique que depuis la 4e guerre et l'apparition du fléau démoniaque numéro 1, une grande partie de leur forêt a été corrompue, et au cours des 20 dernières années, l'humanité a perdu beaucoup de ses terres habitables, donc ils ne peuvent pas laisser le fléau se propager davantage. Pour assurer le succès de la mission, l'équipe des héros a été envoyée pour aider, donc Kivia dit qu'elle partira immédiatement pour les rejoindre. Mais avant de partir, son supérieur lui demande de saluer le grand prêtre Marlin pour lui si elle le croise là-bas. Cette nuit-là, Theorita et les autres campent dans les bois lorsqu'elle remarque qu'elle n'a pas vu Dota depuis un moment. Xylo explique que Dota est actuellement à l'atelier de réparation après que Xylo l'ait un peu trop battu pour tous les problèmes qu'il a causés, donc il ne sera pas disponible pendant un certain temps. King dit à Xylo qu'en tant que l'un de ses sujets, il doit être plus prudent dans la façon dont il traite ses alliés, et Xylo est d'accord à moitié avec lui pour qu'il puisse poursuivre cette conversation. Theorita s'approche de Xylo et lui demande pourquoi il appelle toujours ce type King, donc il explique que King est un héros comme lui, et il croit sincèrement qu'il est le roi du royaume fédéré, donc il est plus facile de composer avec lui si on joue le jeu. Quant à la raison pour laquelle il a été forcé de devenir un héros, King a lancé une attaque terroriste à grande échelle contre le royaume pour, je cite, réclamer son trône, donc c'est un terroriste avéré. Theorita ne s'attendait pas à ce que la raison soit si sérieuse, donc elle essaie de changer de sujet et demande qui est ce type là-bas. Xylo l'informe que c'est Tatsuya, mais Theorita trouve assez bizarre qu'il fixe le ciel comme ça. Xylo ne sait pas non plus pourquoi il fait cela. Mais, comme il l'a expliqué plus tôt, quand un héros meurt et est ressuscité, il perd une partie de sa mémoire et de sa personnalité, donc s'ils ne font pas attention, ils finiront tous comme Tatsuya un jour. Le lendemain matin, ils arrivent enfin au village, mais les villageois ne semblent pas très heureux malgré l'arrivée des secours. Honnêtement, le fait qu'il y ait encore des villageois dans la région semble étrange à Venetim puisque, normalement, ils auraient tous été évacués maintenant, mais il semble y avoir beaucoup d'obstinés pour une raison quelconque. Xylo s'approche de l'une des boutiques pour recueillir des informations, et la dame est initialement méfiante après avoir réalisé que Xylo est un héros, mais il l'assure qu'elle n'a rien à craindre. Il lui dit que lui et ses amis sont juste là pour maîtriser les tunnels, mais la dame ne pense pas que cela servira à grand-chose puisque le village a déjà perdu beaucoup de gens à cause du fléau. Elle s'éloigne ensuite sans donner à Xylo une chance de demander son chemin vers le tunnel, mais juste au moment où il allait abandonner, une petite fille attire son attention et lui indique la direction du tunnel. Xylo la remercie et commence à s'éloigner, mais avant qu'il ne puisse aller loin, elle lui demande s'il va sauver son père. Xylo reste silencieux et continue de s'éloigner car, bien qu'il ait de la peine pour elle, si son père était dans ces tunnels, alors il est probablement mort depuis longtemps et il ne veut pas lui donner de faux espoirs. Plus tard, Xylo rejoint les autres, et ils passent en revue toutes les informations qu'ils ont recueillies jusqu'à présent. Les tunnels de Ziwan produisent du fer de bonne qualité, qui est utilisé comme catalyseur dans les sceaux sacrés pour être utilisé contre les fées, c'est pourquoi l'armée a investi beaucoup d'argent dans le développement de cette zone, mais elle a fini par être infestée de fées, donc elle n'est pas très utile pour le moment. Theorita demande à Xylo ce qu'est un sceau sacré puisqu'elle ne sait pas grand-chose à leur sujet, donc il explique que les sceaux sacrés sont ceux qui lui permettent de se battre comme il le fait. Cela dit, il ne sait pas grand-chose non plus, donc il demande à King d'expliquer puisque c'est son domaine d'expertise. King est un génie en matière de sceaux sacrés, et il est capable d'effectuer des réglages qui prendraient habituellement des dizaines de personnes tout seul. Mais les sceaux sacrés seuls ne suffisent pas à vaincre leurs ennemis. Alors qu'il s'approche du tunnel, Venetim informe tout le monde qu'il y a environ un mois, les villageois ont signalé qu'un groupe de mineurs de la cave a été transformé en fées à l'intérieur et a commencé à attaquer les gens. Les détails exacts de l'incident sont un peu flous, mais ils ont pu découvrir que le fléau numéro 51 est appelé Lotus. Leur mission aujourd'hui est de creuser un chemin direct pour que les chevaliers saints puissent attaquer, donc tous sont forcés d'entrer et de s'occuper des démons. Cependant, quand Venetim dit tous, ce qu'il veut vraiment dire, c'est tous sauf lui parce que, en tant que commandant de cette équipe, il doit rester en retrait dans cette ville pour coordonner la mission. Xylo sait que c'est juste une excuse qu'il a inventée pour éviter de faire un vrai travail, mais Venetim a déjà commencé à s'enfuir, et ce n'est pas comme s'il aurait été d'une grande aide là-dedans de toute façon, le groupe poursuit sans lui. Pendant les quelques heures suivantes, Xylo et Tatsuya passent leur temps à creuser à travers les tunnels pour créer une ouverture pour les chevaliers tandis que King s'assoit à son établi, gravant des sceaux sacrés sur l'équipement de creusage pour les renforcer. Theorita veut aussi contribuer, donc elle lui demande si elle peut aider avec le creusage, mais Xylo rejette son offre puisqu'il ne veut pas qu'une déesse gaspille son endurance sur une tâche comme celle-ci. Juste à ce moment, Kivia apparaît,
et elle mentionne que les supérieurs lui ont dit que c'était Dota qui avait volé le cercueil de Théorita, pas Xylo, donc c'est sa façon de s'excuser d'avoir accusé Xylo sans vraiment s'excuser. Elle lui demande pourquoi il ne s'est pas expliqué à elle à l'époque, mais il dit que cela aurait été inutile parce que Kivia ne l'aurait pas cru de toute façon. Il a raison sur ce point, mais pour éviter tout autre malentendu, Kivia demande à Xylo de lui expliquer tous les détails pertinents lors des futures missions. Xylo accepte sa demande, mais il ne voit pas à quoi cela servirait quand on leur donne une mission comme celle-ci. Kivia demande ce qu'il veut dire par là, donc Xylo fait remarquer que c'est une mine infestée de fées, et la plupart du temps l'église l'ignorerait, surtout avec l'hiver qui approche. Il n'y a rien de valeur ici, donc Xylo ne comprend pas quel est l'objectif ici, et il commence à penser qu'il pourrait planifier de faire quelque chose à Théorita. Kivia dit à Xylo d'arrêter de faire des théories du complot infondées et de retourner au travail, mais Xylo peut dire que même elle ne sait pas quel est l'objectif de la mission. Après quelques heures de creusage supplémentaires, Xylo perce enfin l'une des cavernes, mais il est immédiatement confronté à des mille pattes démoniaques, donc Tatsuya entre en action et commence à les découper en morceaux. Xylo essaie aussi d'aider, mais ces explosions sont un peu trop risquées dans des espaces confinés comme cette grotte, donc il va devoir laisser celle-ci à Tatsuya. Heureusement, Tatsuya est une bête absolue avec sa hache, et il ne faut pas longtemps avant qu'il n'ait complètement éradiqué tous les démons, même s'il va probablement avoir besoin d'un peu de temps pour se reposer après tout ce travail. Maintenant que les démons sont partis, King utilise un peu de magie de lumière pour exposer les zones touchées par le fléau démoniaque, et par chance, il y a une grande section du sol qui n'est pas affectée, donc il décide d'établir la base des opérations ici. Théorita demande à Xylo si elle peut au moins aider avec cela, et comme ce n'est pas dangereux, il décide de la laisser faire ce qu'elle veut. Il explique que les piquets sont utilisés pour empêcher le fléau démoniaque de s'étendre aux zones qu'ils ont délimitées, donc si elle veut aider, elle devrait aller en mettre un là-bas, et Théorita est ravie qu'elle puisse enfin faire quelque chose. Un peu plus tard, la section touchée par le fléau démoniaque a été complètement scellée, et Théorita demande à Xylo de la récompenser pour ses efforts. Elle a bien fait son travail, donc il dit qu'il la félicitera un peu une fois de retour, mais Théorita veut encore accomplir plus, donc elle lui demande s'ils peuvent aller plus profondément dans la mine et vaincre le seigneur démon qui répand tout ce fléau. Xylo lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse cela puisque, premièrement, il ne veut pas s'occuper de cette corvée, et deuxièmement, cela irait à l'encontre des ordres qu'ils ont reçus. Il lui dit qu'elle devrait rejoindre les chevaliers royaux si elle veut combattre des seigneurs démons tout le temps, mais Théorita n'apprécie pas son attitude dédaigneuse. Elle a déjà juré de rester à ses côtés jusqu'à la fin, mais elle a besoin qu'il la laisse faire des choses importantes aussi, sinon elle ne sera jamais satisfaite. Juste à ce moment, King reçoit un signal de détresse des chevaliers via les communications, et il dit qu'ils sont actuellement attaqués près de l'entrée de la grotte, donc ils ont besoin de renforts. Kivia et le reste des chevaliers chargent au combat contre les humains touchés par le fléau, mais avec autant d'entre eux, ce n'est qu'une question de temps avant d'être submergés. Au moment où Xylo et les autres arrivent, quelques chevaliers ont déjà été tués, donc il veut les sauver dès que possible, mais avant cela, Théorita a une question. Elle lui demande si ces fées étaient autrefois humaines, et Xylo le confirme, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les guérir une fois qu'elles atteignent ce stade, donc le mieux qu'ils puissent faire est de mettre fin à leur souffrance. Quelques minutes plus tard, la bataille est terminée, et quelques-uns des chevaliers le prennent assez mal parce qu'ils ne s'attendaient pas à devoir tuer des fées humaines. Juste à ce moment, Xylo remarque un gars caché derrière des caisses dans le coin, et, apparemment, c'est un survivant qui n'a pas réussi à sortir de la grotte pendant l'infestation initiale. Cela signifie qu'il y a d'autres survivants encore piégés à l'intérieur, et King pense qu'il est impératif de les sauver dès que possible, mais Kivia dit que ce serait impossible parce qu'ils ne sont pas équipés pour lancer une mission de sauvetage maintenant. Prendre une telle mesure risquée entraînerait la mort de nombreux chevaliers saints. Cependant, ce n'est pas qu'elle veut laisser ses civils derrière, donc elle demande à Xylo ce qu'il pense de la situation, s'il devait entreprendre une mission de sauvetage, quelle serait leur chance de succès? Xylo lui dit clairement que la plupart des chevaliers mourraient parce que combattre des fées tout en défendant des civils dans ces couloirs étroits serait une condamnation à mort. Juste à ce moment, le prêtre Marlin apparaît, et il dit à Kivia qu'il n'est pas nécessaire de demander conseil à un homme comme Xylo parce qu'ils ont déjà leurs ordres. Ils doivent faire sauter l'entrée et la sceller pour s'assurer qu'aucune fée ne puisse s'échapper, mais en entendant cela, King entre dans une rage parce qu'il ne peut pas croire que Marlin sacrifierait intentionnellement des civils innocents, mais Marlin s'en moque totalement. En fait, il aime voir King dans cet état parce qu'il le connaissait avant qu'il ne soit condamné à être un héros. Xylo n'aime pas non plus l'idée de laisser des civils mourir, mais il ne veut pas prendre le risque d'aller les sauver. Cependant, quand il voit Théorita, il se souvient de cette fille d'avant et de son air triste, donc il change d'avis et dit qu'il sauvera personnellement les gens. Ils ont déjà fini d'établir la base des chevaliers, donc leur mission officielle est terminée et rien ne les empêche de sauver des gens pendant leur temps libre. Mais alors que Théorita célèbre le fait qu'elle va enfin pouvoir faire quelque chose d'héroïque, Xylo lui dit qu'elle doit rester ici. Après tout,
Il ne peut pas risquer de la laisser mourir pour quelque chose comme cela. Les villageois sont actuellement piégés dans une section de la mine, essayant désespérément de repousser les faits, mais alors qu'ils étaient sur le point d'être dévorés, Xylo arrive et les fait exploser. Tatsuya saute alors dans la mêlée et commence à détruire les monstres sans pitié, et il est très efficace dans ce qu'il fait. L'un des vers tente de le piéger dans une toile, mais ses instincts sont trop aiguisés pour cela, alors il se retourne et tranche la toile en morceaux avant d'attaquer le reste des monstres, et quelques minutes plus tard, lui et Xylo ont à peu près terminé, mais cela ne signifie pas que c'est fini. Les ouvriers sont peut-être en sécurité pour l'instant, mais sortir de cette grotte va être un tout autre défi, alors Xylo demande à King de graver des sceaux sacrés sur leurs outils pour leur donner une chance de se battre. Les sceaux sacrés fonctionnent en utilisant la luminescence comme source d'énergie, donc ils peuvent généralement être rechargés par la lumière du soleil, mais ici-bas il n'y a pas de lumière du soleil à proprement parler, donc ceux-ci n'auront que quelques utilisations avant de manquer d'énergie. Les sceaux sacrés de Xylo fonctionnent de la même manière, mais son corps est capable de stocker plusieurs fois la quantité normale de luminescence d'un homme ordinaire, c'est pourquoi il a pu maintenir sa puissance destructrice ici-bas. Même ainsi, son pouvoir peut encore s'épuiser, donc ils ont tous besoin de sortir de la grotte le plus vite possible. Sinon, ils seront des cibles faciles. Ils se préparent à commencer le chemin vers la sortie, mais soudainement, le sol commence à trembler sous leurs pieds, et des dizaines de fées les entourent tout à la fois. C'est le pire moment imaginable, mais ils n'ont pas le choix dans cette situation, alors Xylo dit à tout le monde qu'ils doivent former une ligne de défense et tenir leur position aussi longtemps que possible. Il commence ensuite à faire exploser quelques-unes des fées, mais les ouvriers sont trop terrifiés pour se battre car ils n'ont jamais eu à faire face à des choses comme ça auparavant. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment le choix, alors Xylo leur dit qu'ils doivent se défendre même ou ils vont devenir le déjeuner des fées. Pendant ce temps, de l'autre côté de la nuit, ils sont tous en train de se détendre au bord de l'entrée, attendant de voir si Xylo parvient à revenir vivant pendant qu'ils finissent d'installer leur base, et pendant tout ce temps, Théorita a boudé dans le coin parce qu'elle a été laissée derrière. Marlin dit à Kivia qu'il ne pense pas que Théorita ait beaucoup de valeur en tant qu'arme puisqu'elle semble très attachée à Xylo, mais quoi qu'il essaie de sous-entendre, Kivia l'informe qu'elle et les autres chevaliers se dirigeront à l'intérieur pour aider à la mission de sauvetage dès qu'ils auront fini d'installer la base ici. Quant à Xylo et aux autres personnes, après une bataille acharnée, ils ont réussi à détruire toutes les fées qui les attaquaient, mais leur morale est au plus bas parce qu'ils ne croient pas qu'ils pourront s'en sortir. Xylo essaie de les encourager à se remettre debout et à se battre, mais ils sont tous trop fatigués et désespérés pour le faire. Xylo commence à leur crier d'arrêter d'agir comme ça puisqu'ils ne survivront jamais s'ils abandonnent, mais ils n'arrivent pas à les convaincre, alors King décide de faire un discours à la place. Il est conscient que ces hommes ont consacré la plus grande partie de leur vie à leur travail et que c'est leur travail qui a permis à ce royaume de prospérer. Ils ont traversé des situations difficiles auparavant et s'en sont sortis malgré tout, donc il n'y a pas besoin de céder à la peur ici parce qu'ils vont survivre. Les hommes voient le regard plein de confiance dans les yeux de King et cela leur donne la motivation dont ils ont besoin pour se remettre sur pied et faire de leur mieux. Ils savent que Xylo, King et Tatsuya sont des héros, et toute leur vie on leur a dit que les héros sont les pires criminels qui soient, mais Xylo et les autres ont quand même choisi de venir les sauver même si la plupart des autres les auraient considérés comme sacrifiables et les auraient abandonnés ici, donc ils leur sont vraiment reconnaissants. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler alors que d'autres fées approchent et Xylo commence à être vraiment frustré parce que ces choses ne cessent d'arriver et il n'y a aucun moyen pour eux de savoir combien il y en a ici. Les ouvriers se remettent tous debout et lèvent leurs armes en préparation d'un combat, et quand les fées apparaissent réellement, Xylo prend l'initiative et attaque le premier. Les ouvriers sont encore très nerveux à propos de tout ça, mais ils ont déjà décidé de se battre au moins jusqu'au bout, donc l'un d'eux commence à balancer sa pelle sauvagement jusqu'à ce qu'ils finissent par frapper le monstre vert, et grâce aux enchantements que King a apposés, la pelle fait en fait des dégâts significatifs. Voyant cela, les autres villageois réalisent qu'ils pourraient en fait avoir une chance, alors ils chargent le ver et commencent à le battre à mort. Ils s'en sortaient plutôt bien au début, mais il y a une limite à ce que la force brute sans compétence peut accomplir, donc avant longtemps, les ouvriers sont submergés. La jambe du contremaître a été blessée, et comme il ne peut pas s'enfuir, un ver est sur le point de l'achever, mais à la toute dernière seconde, le ver est soudainement anéanti par un ensemble d'épées volantes. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu faire ça, et Xylo se retourne pour trouver Théorita debout triomphalement près d'un passage alors qu'elle annonce son arrivée. Une fois que tout le monde est en sécurité, Théorita leur dit qu'ils peuvent commencer à la féliciter maintenant, mais Xylo ne veut pas King, d'autre part, est très reconnaissant de l'intervention de Théorita parce que sans elle, plusieurs ouvriers auraient péri dans cette bataille. Théorita lui dit que ce n'était pas grand-chose puisqu'avec elle et Xylo travaillant ensemble, la victoire est quasiment assurée. Comme Théorita peut fabriquer un nombre illimité d'épées, King décide d'en utiliser quelques-unes pour construire une clôture pour que tout le monde puisse se reposer. Il en attrape quelques-unes et se prépare à commencer à graver des sceaux sacrés de clôture sur les épées, mais pendant qu'il fait ça,
Xylo s'approche de Théorita et exige de savoir pourquoi elle est là alors qu'il lui avait dit d'attendre dehors. Elle explique qu'elle s'est tout simplement faufilée devant les chevaliers alors qu'ils ne regardaient pas, et elle demande à Xylo de la féliciter pour être si rusé, mais il refuse encore une fois. Théorita pense que Xylo doit être contrarié parce que cela a pris si longtemps pour sauver tout le monde, mais elle lui dit que c'est de sa faute pour l'avoir laissé derrière plus tôt. Cependant, Xylo l'interrompt et dit qu'il n'a pas l'intention d'utiliser Théorita ou son pouvoir, et elle est vraiment déçue d'entendre cela parce qu'être utilisée est tout son but dans la vie. Elle demande à Xylo ce qu'il veut qu'elle fasse à la place, si ce n'est pas se battre à ses côtés, et il lui dit qu'il veut juste qu'elle survive, donc il ne la laissera pas risquer sa vie pour une gloire inutile. Théorita se réjouit un peu après l'avoir entendu dire cela parce qu'elle sait que cela signifie que Xylo tient vraiment à elle, et c'est ce qui la rend si disposée à risquer sa vie pour lui. Elle sait que chercher des éloges est inscrit dans sa nature, mais cela fait toujours partie de qui elle est, donc elle veut vivre une vie glorieuse et utile et il n'y a rien que Xylo puisse faire pour l'en empêcher. Xylo réalise que cela pourrait être un peu égoïste de sa part de demander à Théorita de nier ses désirs, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, tout le monde a senti une autre soudaine secousse, et celle-ci semble bien pire que les autres. Alors que les monstres approchent, Xylo dit à Théorita de se mettre à l'écart pour sa sécurité. Elle lui dit qu'elle n'ira nulle part, et s'il tient tant à sa sécurité, alors tout ce qu'il a à faire est de la protéger à tout prix. Xylo ne peut pas vraiment argumenter avec elle là-dessus, alors il accepte de laisser Théorita se battre à ses côtés et prend une de ses épées pour l'utiliser comme munition. Il la lance sur le ver principal du groupe de fées, le coupant en deux d'un seul coup, mais alors qu'il est sur le point d'en lancer une autre, ils entendent tous un son retentissant assourdissant qui les fait tomber à genoux. Tatsuya, d'autre part, semble être complètement indemne parce qu'il est simplement construit différemment, tandis que les autres se tordent de douleur. Il passe à l'attaque et commence à tuer autant de monstres qu'il le peut. Pendant ce temps, Xylo vient de réaliser que ce son doit provenir d'un seigneur démon à proximité et essaie de les corrompre. Théorita semble également être indemne, alors elle court aux côtés de Xylo et commence à partager une partie de son énergie avec lui pour surmonter l'influence du seigneur démon. Quelques instants plus tard, le seigneur démon en question fait son apparition et émerge du sol en tant qu'énorme arbre lotus vivant avec une silhouette humaine, et je sais juste que quelqu'un va dire « Écoutez-moi sur celui-ci ». Le seigneur démon déclenche une autre vague d'interférences soniques, et tous les ouvriers commencent à entendre une voix leur disant de l'approcher, alors Xylo fait de son mieux pour les en empêcher. Il dit au contremaître de se ressaisir, mais la folie est si sévère qu'il a commencé à essayer d'arracher son propre visage, donc rien de ce que dira Xylo ne pourra l'atteindre. King s'accroche à sa raison par la seule force de la volonté et la haine envers le seigneur démon, mais il ne peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant, donc c'est aux autres de jouer. Xylo dit qu'il serait trop dangereux pour eux de quitter la zone clôturée, alors à la place, il soutient Tatsuya depuis l'arrière et commence à tirer des épées. Théorita demande si Tatsuya va vraiment bien, mais Xylo lui dit qu'il n'y a rien à craindre parce qu'il est incroyablement compétent. Cependant, il aura quand même besoin de soutien, alors Xylo demande à Théorita de fabriquer un tas d'épées pour lui. Elle est ravie qu'elle puisse enfin aider Xylo à se battre, même si ce n'est qu'un rôle de soutien, alors elle crée plus d'épées et il commence à les lancer pour couvrir Tatsuya. Tatsuya continue de s'approcher du seigneur démon tout en esquivant ses attaques jusqu'à ce qu'il le tranche finalement en deux, mais malheureusement, il s'avère que ce n'était pas le corps principal du seigneur démon, et Tatsuya se fait attraper. Xylo et Théorita commencent à chercher autour d'eux, et ils finissent par repérer le corps principal suspendu à l'un des murs à proximité. Xylo se prépare à l'achever avec un dernier coup, mais juste au moment où il s'apprête à lancer l'épée, il réalise que son corps est à court de luminescence, donc il ne peut plus utiliser la magie. Juste à ce moment-là, les chevaliers arrivent pour aider, mais ils tombent immédiatement victimes de l'interférence du seigneur démon et s'effondrent dans l'agonie. Le seigneur démon fait alors pousser des tentacules autour de leur corps pour les dévorer, alors Xylo est forcé de courir et de les libérer, mais il y a trop de lianes pour qu'il puisse s'en occuper tout seul. Juste à ce moment-là, la vue de personnes innocentes blessées plonge King dans une rage, alors il se libère des lianes et passe sa lanterne en mode lance-flamme pour réduire le seigneur démon en cendres. Le feu est vraiment efficace contre les monstres végétaux, mais malheureusement, avant qu'il ne puisse finir le travail, le seigneur démon l'attrape par la cheville et le traîne en l'air. La lanterne tombe au sol, et le seigneur démon essaie de l'atteindre, mais Tatsuya arrive à point nommé et la traîne jusqu'à l'extérieur pour donner à Xylo assez de temps pour atteindre la lanterne. Cependant, avant qu'il ne puisse réduire ce seigneur démon en cendres, il a réussi à le restreindre dans une cage pour l'empêcher de viser les flammes. Cela aurait été un échec et mat, mais le seigneur démon n'a pas tenu compte du fait que King est un véritable démon et qu'il n'arrêtera à rien pour punir ceux qui blessent des innocents, alors il se coupe sa propre jambe juste pour pouvoir tomber et poignarder le seigneur démon dans l'œil. Il finit par être projeté contre un mur, mais il a déjà fait plus qu'assez car son attaque a forcé le seigneur démon à relâcher le corps de Xylo, et maintenant rien ne l'empêche d'achever le seigneur démon. Kivia et les autres chevaliers sont choqués par le fait que les héros ont pratiquement vaincu le seigneur démon par eux-mêmes, et Marlin est complètement sans voix.
Quant à King, il est toujours en vie, mais il est dans un très mauvais état, donc il va avoir besoin de réparation. Un peu plus tard, tous les ouvriers retournent à la surface et sont réunis avec leurs familles, et les autres découvrent que Venetim est resté assis ici sans rien faire du tout pendant tout ce temps. King a été envoyé à l'atelier de réparation pour qu'on lui attache une nouvelle jambe, et Xylo espère qu'il sera bien traité parce que sans lui, beaucoup de vies auraient été perdues aujourd'hui. Tout le monde est heureux d'avoir retrouvé sa famille, et ils savent que c'est grâce au héros, mais ils hésitent encore à s'approcher pour dire merci à cause du stéréotype. Tous, sauf le contremaître et sa famille. Il exprime sa gratitude à Xylo parce que c'est grâce à lui qu'il a pu revoir sa famille, et d'ailleurs, il dit que sa fille a quelque chose qu'elle veut donner à Xylo. La petite fille s'approche nerveusement de Xylo et lui offre une fleur en remerciement d'avoir sauvé son père, et Xylo est ému par ce geste gentil puisqu'on le remercie rarement pour le travail qu'il fait. Pendant ce temps, Marlin est là-bas en train de détester Xylo. Il essaie de pousser Kivia à signaler Xylo pour avoir enfreint les règles et combattu le seigneur démon sans permission, mais elle le repousse très vite parce que Xylo et son équipe ont sauvé des vies aujourd'hui, et la seule chose que Marlin a faite a été d'essayer de la convaincre d'abandonner ces gens. Il mérite de jouir au moins d'un peu de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Maintenant que leur mission est enfin terminée, le groupe retourne à la base, qui en l'occurrence est la forteresse de Muride, mais en chemin, Théorita remarque qu'il y a énormément de monde autour en ce moment. Venetim explique que c'est parce qu'il y a un festival en ville actuellement, donc des gens de toute la région visitent, mais à part cela, il demande à Xylo s'ils peuvent faire une pause parce qu'il est trop épuisé pour continuer. Ils finissent par arriver à la forteresse, et chacun part de son côté pour se reposer. On voit Venetim et Dota assis dans une ruelle, Dota buvant du vin qu'il a volé à un vendeur un peu plus tôt et savourant chaque goutte. Venetim lui dit qu'il devrait être un peu plus prudent car les gens ici ne plaisantent pas avec leur argent, donc s'il se fait prendre en train de voler, c'est game over. Mais Dota s'en moque parce que c'est l'une des rares fois où ils ont vraiment l'occasion de faire une pause, donc il veut en profiter. Pendant ce temps, en bas, dans l'appartement new-yorkais moyen de Xylo, il profite de son jour de congé en lisant un livre, mais son calme et sa tranquillité prennent rapidement fin lorsque Théorita le trouve. Elle a cherché Xylo partout parce qu'elle veut aller profiter du festival des échanges avec lui, mais Xylo lui dit qu'il n'a pas l'intention d'y aller parce qu'il est sûr d'y rencontrer des chevaliers sacrés, et ces types sont vachement ennuyeux. Dans ce cas, Théorita lui demande s'il peut au moins jouer à un jeu avec elle parce qu'elle a reçu un échiquier Zig de Venet plus tôt aujourd'hui. Elle semble vraiment enthousiaste car Venetim lui a donné une longue explication sur la signification historique du jeu, mais Xylo lui dit que si l'histoire vient de Venetim, alors il a probablement tout inventé. De plus, il est occupé à lire son livre, donc il n'a pas le temps pour les jeux de société en ce moment. Théorita est un peu surprise car elle ne s'attendait pas à ce que Xylo soit le genre de personne qui aime autant lire, et elle est encore plus surprise de découvrir que le livre qu'il lit parle de poésie. Elle lui demande s'il peut le lui lire, mais Xylo refuse parce que ce serait trop de travail, bien qu'il lui permette de lire à ses côtés si elle le souhaite. Juste à ce moment, Kivia apparaît à la recherche de Xylo, et il suppose qu'elle doit être là pour lui dire que sa prochaine mission a été assignée, mais elle lui dit qu'il a tort. Eh bien, sa prochaine mission a effectivement été décidée, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Elle dit qu'elle a quelque chose à discuter avec Xylo, donc elle lui demande de la suivre, mais Théorita l'interrompt et dit qu'elle veut venir aussi. Elle suggère qu'ils pourraient tous aller profiter du festival ensemble pendant qu'ils parlent, et avec Kivia présente, aucun des autres chevaliers sacrés ne dérangera Théorita ou Xylo, donc c'est gagnant-gagnant. Xylo et Kivia acceptent tous deux d'y aller avec elle, donc ils partent, et Théorita passe le meilleur moment de sa vie. Il y a tellement de choses qu'elle n'a jamais vues auparavant, donc elle pointe un étal et demande à Xylo d'expliquer ce que c'est. Il lui dit que c'est un bol de bonbons, mais Théorita n'a jamais entendu parler de bonbons avant parce que ça n'existait pas à l'époque où elle a été créée. Il y a aussi plein d'autres choses qui sont nouvelles pour elle, comme des nouilles sautées et cette chose là-bas. Xylo connaissait déjà les nouilles, mais il n'a jamais vu l'autre produit auparavant, donc il n'a aucune idée de ce que c'est, mais Kivia, quant à elle, semble en savoir beaucoup à ce sujet. Elle explique que c'est une friandise glacée populaire de la première capitale appelée Glace, et elle est garnie de miel, de noix et de caramel. Théorita aime vraiment l'idée, donc elle demande à Xylo si elle peut en avoir, et comme il ne veut pas la décevoir, il accepte d'en acheter. Il se tourne alors vers Kivia et lui demande si elle en veut une aussi puisqu'elle semblait vraiment enthousiaste en parlant de la glace, mais elle dit qu'elle ne veut pas gaspiller son argent pour ça maintenant. Dans ce cas, Xylo remet quelques pièces à Théorita et lui demande d'acheter 2 glaces, donc elle part rejoindre la file d'attente. Pendant que Théorita fait la queue, Xylo et Kivia se tiennent à l'écart, et pendant qu'ils attendent, Kivia dit à Xylo que son opinion sur lui s'est beaucoup améliorée récemment. Au début, elle pensait qu'il n'était qu'un autre criminel méprisable, mais il a sauvé ses hommes sur cette plage, et il a risqué sa vie pour les villageois qui allaient être abandonnés, et ils lui en sont tous vraiment reconnaissants. Xylo est content d'apprendre que ses efforts sont reconnus, même si ce n'est qu'un peu, et Kivia poursuit en lui disant que ses actions ont aussi probablement sauvé la vie de Théorita.
Entendre cela prend Xylo au dépourvu, donc il demande ce qu'elle veut dire, et Kivia explique que Théorita a été découverte à l'origine dans les ruines du Nord, et le 13e ordre de chevaliers a été envoyé pour la récupérer comme d'habitude. Mais l'armée et le temple n'étaient pas d'accord sur la meilleure façon de l'utiliser. Le temple voulait former une alliance avec Théorita et avoir un combat avec les chevaliers sacrés, mais parce que Xylo avait précédemment tué une déesse, l'armée a eu l'idée qu'il serait peut-être possible de rétro-concevoir encore plus de déesses. Pour cette raison, ils ont exigé que Théorita leur soit remise pour analyse, ce qui est juste une belle façon de dire qu'ils allaient la disséquer. Mais Xylo a fini par former un contrat avec Théorita à la place, et le fait qu'il ait réussi à vaincre 2 seigneurs démons en si peu de temps a prouvé que Théorita était plus utile vivante que comme sujet de test. Xylo ne comprend pas comment ils ont pu un jour juger Théorita inutile alors qu'elle est une déesse avec des capacités puissantes, mais selon le message dans les ruines où elle a été trouvée, tout ce que Théorita peut vraiment faire est d'invoquer des épées. On dit que les déesses sont descendues sur le monde à une époque connue sous le nom de Grande Ère civilisée, et leur nature varie énormément de l'une à l'autre, certaines peuvent produire un poison puissant, certaines peuvent invoquer des éclairs ou des tempêtes violentes, et certaines peuvent même voir des visions du futur. Elles se réveillent chaque fois que le fléau démoniaque émerge, et après avoir accompli leur but, elles retournent généralement dormir dans leur cercueil. Xylo connaît déjà les différentes capacités qu'une déesse peut posséder, et apparemment Tatsuya a été invoqué d'un autre monde par une déesse à un moment donné, mais à part cela, comparé aux capacités des 12 déesses découvertes jusqu'à présent, l'armée considère le pouvoir d'invocation d'épée de Théorita comme inférieur, donc ils étaient prêts à la sacrifier, et les chevaliers n'ont pas eu d'autre choix que de suivre l'ordre, c'est pourquoi ils voulaient se sacrifier pour expier leur péché. Xylo lui demande de lui donner les détails de la prochaine mission dès que possible, car tant qu'il fera du bon travail, il prouvera l'utilité de Théorita, donc elle ne sera pas disséquée. Kivia apprécie la conviction de Xylo, donc elle lui dit que la prochaine mission exigera que lui et les autres défendent cette forteresse. Un peu plus tard, Xylo et Venetim rencontrent le commandant de la mission, et c'est à peu près la même chose que ce qu'a dit Kivia, mais il y a un problème, le commandant leur dit de défendre la forteresse au péril de leur vie. Le but de la mission est de défendre la forteresse tout en attirant le seigneur démon dans la zone, après quoi une attaque de poison à grande échelle sera déclenchée par la 9e déesse pour le vaincre. Xylo se moque de l'idée car il a déjà été établi que le poison seul ne suffit pas à vaincre un seigneur démon, tout ce qu'il fait, c'est le mettre dans un état d'animation suspendu pendant un certain temps. Le commandant admet que Xylo a raison, mais il dit que des révisions ont été apportées à la stratégie pour s'assurer que ça marche cette fois, il prévoit de transformer la forteresse en une chambre de mise à mort continue pour le seigneur démon, donc les héros doivent agir comme sa défense jusqu'à ce qu'ils meurent dans le processus. Venetim prend la parole et demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement s'échapper après avoir réussi à attirer le seigneur démon dans le piège au lieu de mourir, mais le commandant dit simplement que c'est comme ça que ça doit être, et si l'un d'entre eux tente de quitter la forteresse, alors tout l'escadron sera exécuté en utilisant les sceaux sacrés sur leur cou. Xylo ne comprend pas pourquoi ils iraient si loin pour s'assurer que tous les héros meurent, mais ensuite il se souvient de ce prêtre d'avant, et il doit avoir tiré quelques ficelles pour que ça arrive à cause de sa rancune. Soudain, Venetim annonce joyeusement que lui et son équipe acceptent volontiers la mission et défendront la forteresse au péril de leur vie, mais il a quelques suggestions pour améliorer un peu le plan. Tout d'abord, il pense que c'est un peu contre-productif d'éliminer toute l'équipe si même une seule personne essaie de partir, puisqu'il y aura forcément quelqu'un qui voudra juste en finir avec la partie mourante le plus vite possible, et il ruinerait tout le plan. C'est pourquoi il suggère que la règle soit qu'ils ne seront exécutés que si tout le monde essaie de partir, au lieu d'une seule personne. Il mentionne aussi que puisque Théorita est extrêmement dévouée à Xylo, elle voudra forcément rester à ses côtés, donc il demande au commandant si ça lui va. Le commandant dit qu'il n'a pas l'autorité de donner des ordres à une déesse, mais Kivia a cette autorité, donc Venetim demande à Xylo d'aller lui parler pour officialiser cela. Mais avant que Xylo ne parte, il demande à Venetim s'il veut autre chose parce qu'il va essayer de négocier avec le commandant. Xylo dit qu'il aura besoin de plus de troupes et de provisions si possible, et Venetim promet de faire de son mieux. Après tout, c'est un maître dans l'art de convaincre les gens. Avant que Venetim ne soit condamné à être un héros, il était un escroc de la plus haute magnitude, et il venait d'être capturé. Il avait commis plusieurs types de fraudes différents, y compris la tentative de vendre le château royal à un cirque, et il était très près de s'en sortir, aussi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est jugé ici aujourd'hui. La raison est la suivante, un journal de 3e ordre qu'il a écrit parce que son patron voulait qu'il fasse un peu de peur parmi les masses. Il parlait du fait que certains hauts responsables du temple et même certains membres de la royauté étaient des espions influencés par le fléau démoniaque se cachant sous forme humaine, et Venetim admet qu'il a écrit cela, mais il a tout inventé et il ne s'attendait vraiment à ce que quiconque le prenne au sérieux. Mais en fin de compte, tout ce qu'il a écrit était en fait vrai, et c'était aussi assez convaincant pour faire croire aux gens que c'était vrai, donc pour s'assurer que Venetim ne puisse plus partager de vérité, il a été condamné à être un héros.
Revenons au présent, Venetim a réussi à convaincre le commandant de céder à toutes ses demandes, mais Venetim s'est retrouvé avec la tâche de mettre Théorita en sécurité si elle est jamais en danger, et compte tenu de la faiblesse de son corps, ça ne va certainement pas bien se passer. D'un autre côté, les renforts demandés par Xylo ont été approuvés, et SAV est revenu dans l'unité, mais c'est un peu un canon lâché, donc Dota n'est pas trop ravi de devoir travailler avec lui à nouveau. Pendant ce temps, on voit SAV à l'extérieur parier sur un jeu, et le type à qui il est confronté semble avoir gagné, mais SAV l'accuse de tricher. Apparemment, SAV a une très bonne vue et des sens, donc il sait qu'il a raison sur le fait que le type triche, mais le type refuse d'accepter d'avoir été pris et essaie de menacer SAV pour qu'il laisse son argent. Cependant, SAV ne supporte pas bien les menaces et coupe la main du type comme punition pour avoir triché, après quoi, il se lève tranquillement et part parce qu'il a faim. Avant que SAV ne devienne un héros, il était un assassin élevé par l'ordre, et l'ordre utilise normalement toutes sortes de tactiques de manipulation et de torture pour transformer ses membres en machines à tuer sans volonté propre. Mais SAV était déjà pratiquement sans volonté au départ, donc leurs méthodes n'ont pas vraiment eu beaucoup d'effet sur lui. Il n'a pas vraiment de concept de moralité en dehors de lui-même et des personnes auxquelles il tient, donc il se contentait de tuer qui il voulait à sa guise chaque fois que l'ordre le lui ordonnait. Celui en charge du jugement de SAV ressent un peu de peine pour lui, puisque la plupart de ces meurtres ont été commis sous le commandement de l'ordre, et le royaume est bien conscient de leur brutalité. Mais même ainsi, SAV a tout de même commis les crimes, donc il doit être puni. Le juge lui demande s'il a peur de ce qui pourrait arriver, parce que dans le meilleur des cas, il pourrait écoper de la prison à vie, tandis que dans le pire des cas, il sera condamné à mort, et SAV admet qu'il est absolument terrifié, mais il sait qu'avoir peur ne l'aidera pas dans cette situation, donc il essaie juste de profiter du moment. Juste à ce moment, un autre juge entre et demande à SAV comment il choisit ses victimes quand il doit tuer. SAV admet qu'il reçoit généralement l'ordre de tuer quelqu'un, mais la plupart du temps, après avoir observé sa cible pendant un moment, il commence à s'y attacher. À ce stade, il se sentirait mal de tuer la personne, donc à la place, il tuerait une personne complètement sans rapport et considérerait l'affaire comme réglée. Le juge écoute attentivement et, avec un sourire aux lèvres, dit à SAV qu'un destin comme la mort est bien trop clément pour quelqu'un comme lui. Entendre cela panique un peu SAV, parce qu'il ne veut vraiment pas découvrir ce que ressent un destin pire que la mort, donc il commence à demander s'il peut simplement accepter une peine de mort et en rester là. Mais il est déjà trop tard, parce que le deuxième juge lui dit qu'il va être condamné à être un héros. Retour au présent, le groupe marche vers le site de leur dernier combat, mais tandis que les autres préféreraient de loin marcher en silence, SAV est là à leur raconter son histoire pour la 7e fois d'affilée maintenant. C'est un miracle qu'il n'ait pas déjà perdu la tête étant donné le nombre de fois où il est mort, mais encore une fois, ce n'est pas comme s'il avait beaucoup de tête au départ. Xylo se tourne vers SAV et lui dit de se taire avant qu'il ne lui mette une muselière. L'un des nombreux défauts de SAV, outre sa stupidité, et le fait qu'il ne sait littéralement pas quand s'arrêter de parler, c'est pourquoi Dota et les autres détestent devoir travailler avec lui. Cela dit, SAV semble avoir beaucoup de respect pour Xylo, donc il fait de son mieux pour écouter les ordres de Xylo et ne pas l'énerver. Alors qu'il progresse, le groupe aperçoit bientôt le seigneur démon qu'ils vont affronter, et il est beaucoup plus proche qu'il ne l'avait anticipé. À ce rythme, cette chose atteindra le fort avant la tombée de la nuit, donc ils doivent se préparer au combat. Xylo demande à Kivia combien de soldats ils ont de leur côté, et elle lui dit qu'il y a environ 50 soldats fiables à leur disposition, mais Xylo ne pense pas que cela sera suffisant. Heureusement, Venetim a pu recruter un groupe de prisonniers pour aider à la mission, mais cela inquiète un peu Kivia parce qu'elle ne se souvient pas avoir entendu parler de prisonniers faisant partie de la mission. Xylo explique que Venetim a pratiquement soudoyé quelques mains pour obtenir le contrôle d'un groupe de condamnés à mort, et puisqu'ils vont être exécutés de toute façon, Venetim est libre de faire ce qu'il veut avec eux. Juste à ce moment, Dota remarque que quelques-uns des démons courent en avant du reste du groupe, et SAV suppose que ce doivent être les éclaireurs démons, donc il jette un coup d'œil et identifie quelques chiens démons dans la forêt. Kivia est surprise que SAV ait pu repérer les démons aussi loin sans utiliser de télescope, mais Xylo lui dit que c'est normal pour SAV, puisque sa vue est bien au-delà de ce qui est humainement possible. Xylo demande à SAV s'il peut les abattre d'ici, et SAV accepte d'essayer, mais il dit qu'il ne peut pas garantir qu'il touchera sa cible. SAV sort alors une lance magique spéciale et vise le chien avant de tirer un coup et de lui faire exploser la tête. SAV est vraiment fier de lui d'avoir fait un coup direct, mais Dota lui rappelle qu'il y a encore beaucoup d'autres chiens à gérer, donc il doit rester concentré. Kivia demande à Xylo s'il est vraiment correct de laisser cela à ces deux-là, et Xylo dit qu'il ne devrait y avoir aucun problème, puisque les compétences de tireur d'élite de SAV sont si bonnes qu'il n'a littéralement jamais vu le gars manquer un tir. Il est assez confiant que SAV sera capable d'éliminer la plupart des éclaireurs, donc maintenant tout ce qui reste à faire est de poser les pièges. Kivia est surprise que Xylo soit si posé même s'il s'agit d'une bataille perdue d'avance, mais il dit qu'il ne veut simplement pas donner la satisfaction au supérieur qui le méprise de le voir mourir, et en plus,
il doit réussir ici pour prouver son utilité à Théorita. Sinon, elle sera disséquée tôt ou tard. Kivia a entendu beaucoup de rumeurs sur Xylo, principalement sur le fait qu'il est si avide de gloire qu'il a mis ses camarades en danger, mais il semble que les rumeurs étaient fausses. Xylo rit et demande si Kivia est une noble, parce que ce sont les seuls à propager ce genre de rumeurs à son sujet, mais Kivia dit qu'elle n'est pas une noble. Xylo ne la croit carrément pas, parce qu'il n'y a aucun moyen que les supérieurs laissent un roturier devenir commandant de chevalier, mais Kivia n'a jamais dit qu'elle était une roturière non plus. Elle explique que son père est le grand prêtre de l'église, et Xylo est choqué d'entendre cela parce que le grand prêtre est pratiquement le plus haut fonctionnaire de l'église, donc c'est une personne vraiment importante. Juste à ce moment, Esavé dit à Xylo qu'il a fini de s'occuper des chiens, donc Xylo lui dit, ainsi qu'à Dota, d'attendre en stand-by ici pendant qu'il va s'occuper d'autres affaires. Xylo et Kivia se dirigent plus tard vers le fort, et alors qu'ils approchent de la porte, ils finissent par tomber sur le commandant du 9e ordre de chevaliers et sa déesse, Pelméri. Hord est surpris que Kivia ait l'intention de rester dans la forteresse au lieu de simplement laisser les héros condamnés mourir. Il ne comprend pas pourquoi elle a autant foi en eux, et il pense que c'est une décision stupide, mais il prie tout de même pour sa sécurité. Cependant, il n'a que du mépris envers Xylo et dit à Pelméri de garder ses distances avec lui, parce qu'on ne sait jamais quand il pourrait décider de tuer une autre déesse. Cela énerve Xylo, mais il sait que discuter ne mènera à rien, donc il décide de laisser tomber. Avant qu'autre chose ne soit dit, Pelméri prend la parole et demande à Hord s'il pense qu'elle a été utile pendant la mission précédente. Hord lui dit qu'elle était absolument parfaite et lui tapote la tête en récompense, mais maintenant qu'il n'a plus rien à faire ici, il dit aux membres de son équipe de se préparer à partir, et ils passent tous devant Xylo et Kivia. Xylo et Kivia marchent ensuite dans la forteresse, où d'innombrables barils de vin ont été préparés. Esavé demande à quoi sert tout ce vin, donc Xylo explique qu'ils vont tout faire exploser quand les démons arriveront, et après cela, Pelméri empoisonnera le seigneur démon à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Esavé réalise que cela signifie pratiquement qu'ils vont être forcés de mourir, et le fait qu'ils soient utilisés comme un pion l'énerve, donc il décide de se défouler avec une légitime défense parfaitement légale. Il provoque un des chevaliers à proximité pour qu'il cherche la bagarre avec lui, et dès que le chevalier met ses mains sur Esavé, il sort son couteau et s'apprête à lui trancher la gorge, mais heureusement, Xylo a réussi à arrêter Esavé à temps, et un des amis du type vient le tirer loin, donc rien de grave ne finit par arriver, mais cela aurait pu devenir assez désordonné. Xylo demande à Esavé à quoi il pensait, et Esavé explique qu'il voulait juste évacuer un peu sa frustration, un peu comme donner un coup de pied dans un caillou quand on est frustré, mais Xylo lui rappelle que les humains et les cailloux ne sont pas pareils. Juste à ce moment, Théorita apparaît, et elle est vraiment énervée que Xylo soit sorti pour faire une reconnaissance sans l'emmener. Elle est aussi contrariée parce qu'elle a croisé la déesse de la 9e unité aujourd'hui, et elle a découvert que Pelméri reçoit cet tapotement sur la tête par jour, pendant que Xylo ne lui en a pas donné un seul depuis le jour où elle a été éveillée. Elle commence à essayer de négocier pour au moins 3 tapotements par jour de la part de Xylo, mais il reste complètement indifférent et la repousse, ce qui fait que Théorita pique une crise. Juste à ce moment, un garde arrive pour informer Kivia qu'un groupe d'hommes vient d'arriver à la porte arrière, et ils semblent tous chercher Xylo. Xylo ne comprend pas ce qui se passe, puisqu'il n'imagine personne qui viendrait le chercher ici, mais quand il va à la rencontre des hommes, il se rend compte que ce sont les mineurs qu'il a sauvés des grottes. Ils lui disent qu'ils veulent tous aider de toutes les manières possibles, mais Xylo ne veut pas accepter leur aide parce qu'il ne veut pas les mettre en danger. Il leur dit de simplement retourner auprès de leur famille avant qu'il ne soit trop tard, mais les hommes expliquent qu'ils ne sont pas là uniquement par gratitude. Après que la mine a été infectée, leur village a subi une énorme perte, et si cette mission échoue, alors la même chose se reproduira, donc ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour aider. Xylo est sur le point de les refuser à nouveau, mais King apparaît soudainement et accueille chaleureusement l'aide des mineurs. Xylo essaie de le dissuader de prendre une décision aussi hâtive parce que ces gens ne sont pas aptes au combat, mais King n'avait aucune intention de les sacrifier sur le champ de bataille. À la place, il a un moyen bien plus efficace pour qu'ils aident. Il explique que bien que les sceaux sacrés soient complexes, tant qu'il fait un plan à suivre pour eux, les mineurs devraient être capables de graver autant de sceaux que nécessaire pour renforcer les défenses de la forteresse. King motive extrêmement les hommes, donc Xylo décide de les laisser faire comme ils veulent pour l'instant. Quelques heures plus tard, toutes les préparations pour la bataille ont été complétées, donc tout le monde se rassemble pour revoir les détails du plan une dernière fois. Tatsuya est chargé de sceller les passages souterrains, et Esavé aura pour tâche de garder l'entrée arrière du fort avec les recrues de la prison, tandis que King est chargé de soutenir les tireurs d'élite avec les mineurs. Quant à ce que Xylo fera, le plan officiel original de faire exploser cet endroit et d'empoisonner le seigneur démon est une condamnation à mort pour tous, donc Xylo prévoit de prendre l'initiative et d'utiliser les pièges qu'il a posés plus tôt pour tuer le seigneur démon avant qu'il n'atteigne le fort. Un peu plus tard, Xylo rencontre les condamnés à mort recrutés et essaie de leur expliquer le plan, mais ils sont offensés à l'idée de devoir prendre des ordres d'un héros,
donc l'un d'eux attrape Xylo par sa chemise. Malheureusement, c'était une mauvaise décision, parce qu'à la seconde où le gars touche Xylo, et savait tire sur un gars complètement différent dans le dos qui ne faisait que s'occuper de ses affaires. Tous les prisonniers sont stupéfaits et demandent pourquoi SAV n'a pas simplement tiré sur le gars qui causait des problèmes, donc il explique que le grand costaud a l'air d'être assez fort pour faire beaucoup de travail, donc cela aurait été un gâchis de le tuer. Xylo marche vers SAV et le plaque contre le mur, parce que même s'il ne niera pas que c'est un moyen efficace de les faire écouter, il prévient SAV de ne plus refaire ça et s'en va, et c'est alors que les prisonniers réalisent qu'écouter Xylo pourrait être leur meilleure chance de survie ici. Xylo est ensuite appelé à une réunion avec Venetim, parce que Venetim vient de recevoir une lettre adressée à lui. Cependant, Xylo dit immédiatement à Venetim de brûler la lettre dès qu'il reconnaît le sceau dessus, mais Venetim lui dit de l'écouter s'il te plaît. La lettre vient de Frenzy Masterbolt de la famille Masterbolt, et pour une raison quelconque, ils offrent de prêter une armée pour aider à défendre le fort. Venetim aimerait accepter l'offre puisque cela augmenterait considérablement leurs chances de victoire, mais Xylo ne veut rien avoir à faire avec Frenzy, donc il refuse. Il n'y a rien que Venetim puisse faire pour convaincre Xylo, donc il décide de changer de sujet et demande à Xylo s'il croit aux théories du complot. Xylo demande s'il parle de cet article de journal étrange qu'il a publié il y a quelques années sur le fait qu'il y ait des adorateurs de démons parmi les supérieurs, parce que cela semble évidemment faux, et Venetim peut comprendre pourquoi il n'y croirait pas, mais il demande ce que Xylo ferait s'il s'avérait vrai qu'il y ait des adorateurs de démons travaillant dans l'ombre pour s'assurer que l'humanité perde la guerre. Après tout, cela expliquerait toutes les décisions illogiques et stupides que les supérieurs ont prises récemment, et maintenant que Xylo y pense vraiment, cela semble vraiment suspect. À la tombée de la nuit, l'armée démon approche du château, donc ils préparent leur défense, et King et les mineurs commencent à tirer sur la cavalerie démon. Après que la première vague a été prise en charge, ils activent les murs enchantés avec des sceaux sacrés pour tenir le reste à distance, et une fois la voie libre, l'unité de Kivia avance pour affronter les démons de front. Tout se passait comme prévu au début, mais ensuite Xylo repère quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à voir ici, il y a un groupe d'humains montant des chevaux démons, et ils procèdent à tirer des flèches enflammées dans la forteresse. Étant donné que la forteresse est remplie de vin inflammable, tout le monde commence à s'activer pour éteindre les incendies, et cette panique permet à quelques chevaux démons de percer la porte d'entrée. À ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient tous anéantis. Théorita demande si ces personnes ont été infectées par la brûlure, mais d'après ce que Xylo peut voir, ce n'est pas le cas. Ces gens sont toujours parfaitement normaux, cependant, ils ont choisi de se ranger du côté des démons plutôt que de l'humanité. Mais pour que cela soit possible, cela doit signifier qu'il existe des démons capables de communiquer avec les humains et de les convaincre de changer de camp, une pensée terrifiante. Théorita est quelque peu ébranlée par cette révélation, car de par sa nature de déesse, elle ne peut pas blesser de simples humains au combat, même s'il travaille avec des démons. Xylo, quant à lui, était déjà au courant de cette limitation et sait exactement comment la gérer. Avant de passer à l'action, il contacte Kivia par radio et lui demande si elle a une idée de qui sont ces humains, mais elle est aussi perplexe que tous les autres ici. La seule chose qu'elle sait, c'est que ces hommes doivent faire partie de l'armée privée d'un noble, car ils semblent extrêmement habiles avec le tir à l'arc à cheval. Sur ce, les humains commencent bientôt à battre en retraite, et l'unité de Kivia a déjà fort à faire, ils ne peuvent donc pas les poursuivre. Xylo utilise sa lunette pour suivre leur direction et réalise qu'ils se dirigent tout droit vers le passage souterrain. Heureusement, Xylo avait envoyé Tatsuya là-bas avec quelques chevaliers pour garder le point d'entrée, et Venetim est également présent, mais honnêtement, il ne sera pas d'une grande aide. De retour à la surface, Tsav dit à King qu'il devrait probablement battre en retraite bientôt, car la porte principale ne tiendra plus longtemps, mais il refuse. S'il se retirait, il n'y aurait plus personne pour motiver ses hommes. Il ordonne à tout le monde de préparer les canons magiques pour une attaque, alors ils se mettent tous à charger frénétiquement l'artillerie, et alors que King donne l'ordre de tirer, les démons sont bombardés. Les canons infligent pas mal de dégâts, mais la précision des hommes de King laisse à désirer, alors il leur dit de recharger et de se préparer à tirer à nouveau. Malheureusement, l'armée démoniaque progresse plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, et si rien n'est fait, ils seront submergés avant d'avoir une chance de recharger. King ne peut pas laisser cela arriver, alors il appelle Xylo à rejoindre le combat pour retenir les démons. Xylo comprend la situation et dit à Théorita que c'est à leur tour de se battre maintenant, mais avant cela, elle a quelque chose à lui dire. Depuis leur rencontre, Xylo n'arrête pas de lui dire de ne pas risquer sa vie pour les autres, alors que lui-même n'hésite pas à le faire. Xylo tente d'argumenter que ce n'est pas un problème s'il meurt, puisque l'Église peut simplement le ramener à la vie, mais Théorita est convaincue que même s'il ne pouvait pas être ressuscité, il risquerait sa vie tout autant. Parce que, tout comme elle, il trouve un sens à vivre pour les autres, et quand il dit qu'il déteste la nature de déesse qui cherche à plaire à tout prix, c'est parce qu'au fond, cela lui rappelle lui-même. Xylo veut répliquer, mais il ne trouve rien à dire, car il sait que Théorita a raison. Mais juste à ce moment-là,
il aperçoit le seigneur démon à l'horizon, alors il écourte la conversation et dit à Théorita qu'il est temps pour eux de se mettre au travail. Pendant ce temps, dans le passage souterrain, les humains alliés aux démons se rapprochent de l'équipe de défense, et les soldats commencent à paniquer, ils sont trop nombreux pour être vaincus avec si peu d'effectifs. Cependant, Tatsuya s'avance calmement vers le front et pousse un cri de guerre perçant avant de décapiter l'un des humains si rapidement que les autres n'ont même pas pu voir ce qui s'était passé. Il procède ensuite à massacrer les humains, et quand les chevaliers, qui étaient terrifiés jusqu'alors, réalisent que Tatsuya les porte, ils trouvent tous le courage de tirer sur les attaquants restants jusqu'à ce que le passage soit entièrement dégagé. S'ils sont tous heureux d'être en vie, ils sont aussi terrifiés par ce dont Tatsuya est capable. De leur côté, Xylo et Théorita ont enfin repéré le seigneur démon, il est donc temps pour eux de passer à l'offensive. Xylo veut économiser l'énergie de Théorita, alors il choisit de contourner plutôt que d'engager un combat frontal. Théorita comprend le plan et crée une épée pour Xylo, qu'il lance aussitôt sur le monstre le plus proche, provoquant une énorme explosion. Théorita est devenue très douée pour anticiper ce dont Xylo va avoir besoin, alors quand 3 monstres grenouilles tentent de s'approcher d'eux par surprise, elle fait immédiatement apparaître suffisamment d'épées pour que Xylo les élimine sans qu'il ait besoin de dire un seul mot. Cependant, il y a trop de monstres dans cette zone, et Xylo ne veut pas continuer à gaspiller de l'énergie à les faire exploser, alors il attrape Théorita et se prépare à sauter. Mais juste avant qu'il ne quitte le sol, son pied est soudainement attrapé par un ver démonisé, le retenant prisonnier à cet endroit. Théorita propose d'utiliser son pouvoir pour le libérer immédiatement, mais Xylo lui dit d'arrêter, elle doit économiser son énergie pour vaincre Iblis. Cependant, la situation ne s'annonce pas bonne, les démons se rapprochent tous de l'endroit où se trouve Xylo, et il ne sait pas quoi faire. Au moment où tout semblait désespéré, tous les démons entendent les bruits d'une petite armée qui approche à cheval, et cela les distrait suffisamment longtemps pour que Xylo se libère de l'emprise du ver et saute avec Théorita sur ses épaules. Alors qu'il vole vers Iblis, Théorita demande à Xylo s'il sait à qui appartient cette armée et pourquoi elle est ici. Xylo sait exactement qui sont ces gens, mais il est loin d'être heureux de les voir. Dès qu'il atterrit, il appelle Venetim pour exiger une explication, car il lui avait explicitement dit de ne pas accepter l'aide de ces gens. Venetim sait que Xylo est en colère en ce moment, mais ils avaient désespérément besoin de renforts, et honnêtement, Xylo est en partie responsable ici, c'est lui qui a choisi de faire confiance à un arnaqueur pour suivre les instructions. Xylo ne peut rien y faire maintenant, alors il se concentre simplement sur le soin de ses blessures pour pouvoir retourner au combat dès que possible. À moitié occupé, il reçoit un appel de Dota, et il a l'air absolument terrifié. Xylo regarde et voit Dota poursuivi par un groupe de mercenaires, et il ne comprend pas comment cela a pu arriver, il avait demandé à Dota d'aller embaucher les mercenaires. Dota rappelle à Xylo que ses instructions étaient de voler de l'argent, puis d'utiliser cet argent pour embaucher des mercenaires afin de défendre la forteresse, mais il a pensé qu'il serait plus efficace de simplement voler l'argent aux mercenaires eux-mêmes. Les mercenaires, cependant, n'ont pas vraiment apprécié cela. Xylo est furieux que Dota ait autant échoué, mais si cela peut servir à quelque chose, avoir autant de monde sur le champ de bataille perturbe suffisamment le seigneur démon pour créer une ouverture pour Xylo et Théorita, alors il compte en tirer pleinement parti. Pendant que le seigneur démon est encore distrait, Xylo saute directement sur lui, et une fois que lui et Théorita sont en position, Théorita utilise son pouvoir pour invoquer une épée géante afin de transpercer le corps du seigneur démon. L'épée ne suffira pas à tuer le seigneur démon, mais ce n'est pas grave, le but ici était juste d'attirer son attention. Quelques instants plus tard, Xylo et Théorita se dirigent vers la forêt, où plusieurs dispositifs magiques ont été préparés et enterrés à l'avance. Xylo les active tous juste avant l'arrivée du seigneur démon, et alors qu'il se jette sur lui, il atterrit face la première dans le piège. Une doline apparaît sous le seigneur démon par conséquent, et avec le sol qui s'enfonce, il est incapable de sortir du trou. Pendant qu'il est coincé, Théorita invoque plusieurs épées géantes au-dessus de lui. Alors que les épées de Théorita percent le corps du seigneur démon, il tente de les arrêter en corrompant les lames, mais elles résistent et forcent les épées à s'enfoncer, infligeant d'importants dégâts au seigneur démon. À la fin de son attaque, le seigneur démon gît, immobile, au fond de la fosse, et Théorita est clairement épuisée. Xylo lui dit de se reposer ici une minute pendant qu'il va appeler la déesse du poison pour achever le seigneur démon. Il est honnêtement assez agacé par le fait que les supérieurs aient eu l'intention de les sacrifier, eux et la forteresse, alors qu'il était si facile de vaincre le seigneur démon. Certes, il est toujours vivant, mais avec des blessures aussi graves, cette chose ne peut absolument pas bouger le moindre muscle. L'évaluation de la situation par Xylo était correcte, mais il avait omis de considérer le fait que le seigneur démon est capable de se scinder de son corps principal, alors qu'un nouvel œil s'ouvre, il tire des dizaines de pics dans les airs. Xylo avertit Théorita de se mettre immédiatement à couvert, mais elle n'est pas capable de réagir à temps, alors il est forcé de courir pour la protéger et finit par recevoir une pique dans le dos. Pendant ce temps, le seigneur démon se prépare à attaquer de nouveau. La situation ici est mauvaise,
mais elle est encore pire à la forteresse, elle est presque entièrement engloutie par les flammes et envahie de monstres. King ordonne à tout le monde de battre en retraite avec effet immédiat, car il ne veut plus de victimes, mais évacuer n'est pas vraiment une option pour le moment, puisque la seule voie de sortie est actuellement envahie par les démons. Retour à Xylo et Théorita. Théorita se précipite vers Xylo pour vérifier s'il va bien, mais il lui dit simplement de sortir d'ici pendant qu'elle le peut encore. Elle veut peut-être continuer à se battre, mais il voit bien qu'elle est à sa limite, et si elle utilise encore un peu de son pouvoir, il pourrait y avoir de graves séquelles. Il admet qu'elle avait raison plus tôt quand elle a dit qu'il trouvait un sens à être utile aux autres, il veut gagner des batailles, il veut que les gens le trouvent cool. Il veut pouvoir cultiver son aura, et bien qu'il sache que ses désirs sont à la fois égoïstes et insensés, il choisit néanmoins de les suivre, mais il ne veut pas l'entraîner avec lui. Théorita se tient aux côtés de Xylo et lui dit que quoi qu'il ressente, elle se battra à s'écouter quoi qu'il arrive, car après tout, elle est sa puissante déesse. Elle lui dit que s'il veut vraiment qu'elle survive, alors tout ce qu'il a à faire est de s'assurer qu'il gagne, et Xylo a l'air d'être d'accord avec ça, alors il lui dit d'être prête à gagner ce combat quoi qu'il arrive. Alors que le seigneur démon se transforme en une forme volante plus petite, Théorita enlève sa cape et dit à Xylo qu'elle va lui fabriquer une épée spéciale. Xylo demande si l'épée sera assez puissante pour vaincre un monstre presque immortel, alors elle explique qu'elle est sur le point d'invoquer une épée sacrée, et il n'y a presque rien qu'elle ne puisse détruire, mais elle ne pourra pas la faire durer longtemps, alors il ferait mieux de ne pas manquer son tir. Le seigneur démon tente d'utiliser ses tentacules pour arrêter Xylo, et il réussit à le transpercer de part en part. Mais grâce à des tirs de couverture de Dota et de Save, Xylo parvient à attraper l'épée sacrée, et alors que le seigneur démon fonce sur lui, il le laisse lui mordre le bras comme appât avant de le planter droit dans l'œil avec l'épée sacrée. Il se souvient que Théorita lui a dit qu'il n'y avait rien que cette épée ne puisse détruire, et alors qu'il tourne la lame à l'intérieur du seigneur démon, celui-ci est instantanément désintégré, comme s'il n'avait jamais existé. L'épée sacrée se réduit bientôt en poussière, et l'épuisement de Théorita la rattrape, la faisant tomber. Xylo réussit à la rattraper, mais il n'est pas en grande forme non plus, alors il s'évanouit peu après. La prochaine fois que Xylo ouvre les yeux, il se retrouve dans une infirmerie avec un membre de l'église assis à son chevet. Il n'a aucune idée de qui est ce type. L'homme dit qu'il s'est donné beaucoup de mal pour réparer Xylo suffisamment pour qu'il n'ait pas besoin d'aller à l'atelier de réparation. Xylo dit au gars de partir, il ne fait pas confiance aux gens de l'église, et l'homme acquiesce. Mais avant de partir, il informe Xylo que ses efforts ne passent pas inaperçus. De nombreux civils et même certains hauts fonctionnaires ont récemment commencé à le voir sous un jour positif. Xylo est content d'être reconnu, mais il ne veut pas recevoir d'éloges de l'église, alors il dit à l'homme de partir une fois de plus. L'homme dit qu'il y a encore une chose qu'il veut dire avant de partir. Il avertit Xylo qu'il devrait faire attention à ne pas désobéir à trop d'ordres à partir de maintenant, car il y a quelques nobles de haut rang qui sont mécontents du succès de Xylo à abattre les seigneurs démons. Ils font partie d'une faction appelée les coexistentialistes de la brûlure démoniaque, et le nom est assez explicite. Il laisse Xylo décider de ce qu'il va faire de cette information. Une fois l'homme parti, Théorita entre dans la pièce pour prendre des nouvelles de Xylo, et pendant un instant, Xylo a des flashbacks de la façon dont Sonurva agissait de la même manière. Théorita remarque l'air absolument choqué sur son visage, et elle s'inquiète que Xylo ait pu l'oublier à cause de ses blessures. Mais il lui tapote la tête et dit qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Peu de temps après, Kivia entre dans la pièce et dit à Xylo qu'elle a des nouvelles pour lui, mais Xylo lui demande de revenir plus tard parce qu'il n'est pas d'humeur à discuter de problèmes pour le moment. Malheureusement, Kivia lui dit qu'il va devoir l'écouter parce que c'est important, et que ça concerne ce qu'il attend maintenant qu'il a vaincu un autre seigneur démon. Il y a eu beaucoup de disputes sur ce qui devrait arriver à Théorita entre l'armée et l'église, mais après la récente victoire, l'armée a été forcée de reconnaître l'utilité de Théorita, et en conséquence, il a été décidé que Théorita et Xylo seraient temporairement affectés au 13e ordre des chevaliers dont Kivia est responsable. Xylo n'aime pas du tout ça car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu de pause, mais Kivia explique que tout ce qu'il aura à faire est de rester dans cette ville pendant un certain temps et de s'assurer que Théorita soit protégée. La façon dont elle a dit cela inquiète Xylo, qui pense que quelqu'un en a après Théorita, et Kivia le confirme, expliquant qu'il y a quelques hérétiques parmi les membres qui refusent toujours de reconnaître Théorita comme une nouvelle déesse, donc il est possible qu'ils commanditent des assassins pour s'en prendre à Théorita. Globalement, cela signifie que tant que Xylo peut assurer la sécurité de Théorita, il peut prendre des vacances bien méritées, et Théorita est ravie car cela signifie qu'elle va enfin pouvoir passer du temps de qualité avec lui. Quelques heures plus tard, Xylo lit un de ses livres, et Théorita s'est endormie à côté de lui. Mais à ce moment-là, un gars nommé Jaïs entre en le cherchant. Jaïs est un des autres héros, et il a entendu dire que Xylo avait vaincu 3 seigneurs démons, ce qui est impressionnant, mais il dit qu'il ne va pas compter les 2 premiers puisqu'il a eu beaucoup d'aide de Dota et du roi. Quant à Jaïs, il a personnellement vaincu 2 seigneurs démons depuis leur dernière rencontre, alors il annonce triomphalement qu'il est en tête dans leur pari, 2-1.
Xylo demande si Jaïs est vraiment sûr d'avoir vaincu 2 seigneurs démons tout seul car il se souvient que Rhino était stationné avec lui, mais Jaïs dit que Rhino n'a été d'aucune aide. En fait, il a fini par désobéir à trop d'ordres et a été envoyé en salle de punition. Il commence alors à se vanter auprès de Xylo en disant à quel point il est meilleur, mais Théorita se vexe et dit à Jaïs qu'il n'a pas le droit de manquer de respect à Xylo comme ça. Jaïs commence alors à manquer de respect à Théorita à la place, et elle est sur le point de péter un câble, mais Xylo lui dit que ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un comme Jaïs. Jaïs exige alors que Xylo paie pour avoir perdu le pari, et Xylo veut juste se débarrasser de lui, alors il donne l'argent à Jaïs et lui dit de partir. Une fois Jaïs parti, Théorita demande quel est le problème de ce type, alors Xylo explique que Jaïs est le dragonnier de leur équipe, et qu'il avait été épinglé pour avoir cultivé et vendu des substances illégales pour dragons à une époque. Mais son principal crime était une accusation de mutinerie lorsqu'il a tenté de libérer tous les dragons du royaume malgré l'ordre de ne pas le faire. Normalement, il aurait été arrêté en un jour, mais Jaïs vient d'une puissante famille noble, et les dragons semblent l'adorer pour une raison quelconque, donc il a causé pas mal de dégâts avant d'être attrapé. Quelques instants plus tard, Venetim passe nerveusement la tête par la porte pour prendre des nouvelles de Xylo, et dès que Xylo le voit, il se lève du lit et le plaque contre un mur. Il est furieux parce que Venetim est allé de l'avant et a accepté l'aide de la Master Bold Brigade, alors qu'il lui avait explicitement dit de ne pas le faire. Mais Venetim se défend en faisant remarquer que les choses auraient fini bien pire si la Master Bold Brigade n'était pas arrivée en renfort. Xylo ne peut pas le nier, mais il est toujours en colère quand même parce qu'il sait que Venetim doit lui cacher quelque chose. Venetim nie d'abord, mais après avoir été menacé, il révèle que Franchi a bien demandé à rencontrer Xylo, et Xylo n'est pas content d'entendre ça. Théorita n'a aucune idée de ce qui se passe, alors elle demande à Xylo qui est Franchi, et il révèle que c'est son ex-fiancé. Quelques minutes plus tard, Xylo accepte de rencontrer Franchi, et elle dit immédiatement qu'elle est déçue car Xylo a empiré depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle le compare à une chenille, et la plupart seraient offensés par cela, mais Xylo sait que Franchi n'essaie pas d'être méchante. Elle dit juste ce genre de choses de temps en temps. Il lui dit qu'elle doit travailler ses comparaisons, et Franchi s'excuse car elle ne savait pas que ce qu'elle avait dit était insultant. Elle voulait juste encourager Xylo à se comporter d'une manière digne d'un futur membre de la famille Mastibolt. Elle demande alors si la fille à côté de lui est la déesse dont tout le monde parle, et dès que Théorita a l'occasion de parler, elle demande à Franchi de préciser la nature de sa relation avec Xylo. Xylo dit qu'il a déjà mentionné que Franchi est son ex-fiancé, mais Franchi l'interrompt et précise qu'elle a toujours l'intention de l'épouser, donc il n'y a rien des « ex » dans leur fiançailles. Xylo rappelle à Franchi qu'il est maintenant un héros, et juridiquement parlant, les héros ne sont même pas considérés comme des humains, donc il n'y a aucune chance qu'elle soit autorisée à l'épouser. Théorita devient un peu jalouse à l'idée que Franchi puisse lui voler Xylo, mais pendant qu'elle essaie de revendiquer sa propriété sur lui, Franchi ne la prend pas vraiment au sérieux. En fait, elle compare la situation à l'époque où l'animal de compagnie de son père est devenu obsédé par Xylo tout en la détestant absolument. Théorita est offensée par le fait que Franchi vient de la comparer à un animal de compagnie, mais Franchi l'ignore et dit à Xylo qu'il n'a pas à s'inquiéter de son statut de héros car elle travaille actuellement à obtenir sa grâce. Xylo est choqué d'entendre ça car il ne pensait même pas qu'il était possible d'obtenir une grâce, mais Franchi passe à autre chose et mentionne qu'elle prévoit de rester dans cette ville pendant un certain temps, et qu'elle n'a pas l'intention de partir avant d'avoir retrouvé la flétrissure démoniaque. Xylo et Théorita deviennent silencieux après avoir entendu cela et demandent à Franchi ce qu'elle veut dire, alors elle explique qu'il y a environ un mois, elle et les chefs chevaliers se sont lancés dans une mission pour traquer un seigneur démon, mais il y a quelques jours, toutes leurs forces ont disparu quelque part près de cette ville. Le seigneur démon responsable était le numéro 59, Spriggan, et Franchi soupçonne que le démon pourrait se déguiser en humain. Théorita ne savait pas du tout que les démons étaient capables de se faire passer pour des humains, et c'est normal car c'est une capacité rare et ennuyeuse chez les démons. Cela signifie que ça va être plusieurs fois plus difficile de traquer ce démon, surtout qu'il a très probablement déjà trouvé le moyen d'entrer dans la ville, alors Franchi avertit Xylo de rester sur ses gardes. C'était à peu près tout ce qu'elle avait à dire, alors elle se lève pour partir, mais avant de le faire, elle demande qui est la personne qui les espionne derrière ce mur. Il s'avère que Kivia les a espionnés tout ce temps, et elle essaie d'inventer une excuse, disant qu'elle est tenue de surveiller Xylo, mais Franchi sait qu'elle ment. Bien qu'il ne veuille pas en faire toute une histoire, elle laisse simplement tomber. Plus tard dans la journée, Xylo, Tioretta et Kivia sortent tous dehors, et Théorita dit qu'elle veut aller faire du tourisme parce que Dota a mentionné que cette ville avait beaucoup de nourriture gratuite disponible. Mais Xylo lui dit que la nourriture n'est pas gratuite, Dota volait juste. En plus, ils n'ont pas le temps de faire du tourisme puisqu'ils sont là pour attirer les hérétiques du temple qui en veulent à Théorita. Mais sur le sujet de la protection de Théorita, Xylo lui dit qu'elle n'a le droit de parler à personne de l'épée sacrée qu'elle a fabriquée car si le temple découvrait qu'elle a ce genre de pouvoir, leur vie deviendrait beaucoup plus compliquée. En attendant,
Xylo et Kivia vont accompagner Théorita en permanence pour s'assurer qu'elle est en sécurité, mais Xylo veut emmener une personne de plus pour être sûr de couvrir toute leur base. Venetim est à peu près inutile comme garde, donc c'est non. Dota finirait par voler un tas de trucs s'il était lâché en ville, et quant à Bryce, il est trop occupé à s'occuper de ses dragons, donc la seule option restante est Tsav, même si Xylo n'aime vraiment pas le fait que Tsav ne puisse pas juste la fermer. Tsav n'arrête pas de parler de à quel point l'organisation Wonosa était tordue. Il se disait ordre religieux, mais ils étaient le mal pur. Ils faisaient des sacrifices humains, offraient des enfants aux dieux, et ensuite buvaient le sang de ces enfants, mais ce n'est pas comme si ça pouvait arriver dans la vraie vie, pas vrai? Bref, puisqu'ils sont là de toute façon, Théorita demande à Xylo de venir choisir un souvenir pour commémorer leur première vraie sortie ensemble, et Xylo accepte. Pendant que Théorita est occupée à regarder les articles disponibles, Xylo demande à Tsav s'il a une idée de ce qu'un assassin pourrait tenter pour atteindre Théorita dans un endroit comme celui-ci. Tsav explique qu'il est possible qu'ils essaient de se fondre dans la foule et de trancher la gorge de Théorita en passant à côté, donc c'est quelque chose auquel ils doivent faire attention. Juste à ce moment-là, Théorita crie qu'elle veut que Xylo fasse plus attention à elle, et Xylo ne veut pas la contrarier, alors il retourne faire les magasins avec elle jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur un stand d'armes. Au début, il pense que c'est une mauvaise idée de prendre un couteau pour Théorita puisque c'est dangereux, mais elle lui dit que s'il lui apprend juste à s'en servir correctement, alors ça devrait aller. Théorita fait un bon argument, alors Xylo accepte d'acheter le couteau pour elle. Mais alors qu'il le range dans son fourreau, il remarque le reflet de deux types sinistres derrière lui, et un instant plus tard, l'un d'eux tente de poignarder Théorita dans le dos. Mais Kivia était déjà préparée à cela et lui a tranché la main en un instant, et pendant qu'elle faisait ça, Tsav va tranquillement trancher la gorge de l'autre type. Mais il y en a d'autres en chemin, alors Kivia dit à Xylo de prendre Théorita et de courir pendant qu'il s'occupe du reste. Xylo et Théorita se feraient rapidement un chemin à travers la ruelle, et quelques instants plus tard, Kivia et Tsav les rattrapent, mais ils peuvent dire que quelque chose ne va pas. Kivia avait stationné des tonnes de chevaliers dans cette zone pour fournir des renforts en cas d'attaque contre Théorita, mais il n'y en a aucun dans la zone actuellement, et Kivia craint qu'il ne leur soit arrivé quelque chose. Tsav l'assure que ces chevaliers vont probablement bien parce que les gens qui viennent d'attaquer n'étaient pas des assassins d'ordre religieux. Il peut le dire car ils n'avaient pas de réel entraînement, mais si c'est le cas, alors cela signifie qu'ils doivent être liés aux démons déguisés en humains dans la ville et aux gens qui le soutiennent, puisque c'est le seul groupe qui aurait intérêt à la mort de Théorita. Alors qu'ils prennent conscience de cela, ils sont soudainement attaqués par un autre assassin, mais celui-ci est considérablement plus compétent que les autres car lorsque Tsav essaie de l'attaquer, il se fait complètement lacérer le bras. Tsav avertit Xylo de faire attention car celui-ci a un sale truc dans sa manche, et Xylo a une bonne idée de ce qui se passe, alors il dit à Théorita de rester en arrière pendant que lui et Kivia s'en occupent. Il lance deux lames sur l'assassin, mais alors que l'une explose, l'assassin s'élance vers l'avant et essaie de poignarder Xylo avec son bras métallique. Xylo esquive en se baissant, et Kivia essaie de profiter de l'opportunité pour frapper, mais Xylo la tire en arrière car il pense que c'est trop risqué. Et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait car une seconde plus tard, l'assassin a presque anéanti Kivia avec des tonnes de tentacules métalliques. L'assassin est apparemment capable de manipuler librement le métal dans ses bras, et cela fait d'elle un adversaire gênant à affronter, mais Xylo et Kivia ne sont pas prêts à reculer ici. Cependant, à ce moment-là, un groupe de soldats apparaît, et un homme nommé Bujim dit à Shishiba qu'elle doit se retirer car ses chances de battre un héros lié par un pacte à une déesse sont très minces. Shishiba se fâche contre Bujim parce qu'il vient essentiellement de la doxer devant des ennemis en utilisant son nom complet, et il s'excuse, mais il n'était tout simplement pas au courant que c'était contre les règles dans ce métier. L'un des hommes essaie de dire à Bujim qu'il devrait partir avant l'arrivée des chevaliers sacrés, mais Bujim n'apprécie pas d'être interrompu, alors il arrache carrément la mâchoire du type. Shishiba rappelle à Bujim qu'ils sont censés éviter les pertes inutiles, mais Bujim se défend en faisant remarquer que le gars n'est pas vraiment mort, donc ce n'est pas encore une perte. Bref, il est temps pour Bujim de se mettre au travail, alors il saute dans les airs et vise Xylo. Xylo essaie de l'éliminer avec une dague, mais Bujim esquive facilement en plein air, et ensuite, en utilisant quelque chose qui ressemble à de l'énergie démoniaque, il étend son bras et frappe Xylo avec. Xylo réussit à esquiver en se baissant et à riposter avec un lancer de dague, mais Bujim a été assez rapide pour contrer la contre-attaque avec un morceau du sol. Une fois que les choses se calment, Bujim demande si Xylo est le célèbre héros qui a tué de nombreux seigneurs démons. Xylo ne répond pas et demande plutôt si Bujim faisait partie d'un cirque ou quelque chose du genre parce qu'aucun humain normal ne devrait être capable de bouger aussi souplement que lui. Mais Bujim le nie, disant qu'il n'a jamais été dans un cirque avant. Il demande ensuite à Xylo s'il était dans un cirque, et Xylo admet qu'il a passé 3 ans dans un, sa spécialité étant le lancer de couteau, ce à quoi Bujim complimente les compétences de Xylo car il n'a jamais vu personne d'aussi bon que lui. Shishiba interrompt Bujim et lui dit qu'il n'est pas censé avoir des conversations décontractées avec l'ennemi, ce à quoi Bujim s'excuse parce qu'il est encore en train de prendre le coup de main.
Théorita s'approche prudemment de Xylo et lui demande s'il veut qu'elle fasse pleuvoir des épées sur ce type, mais Xylo ne pense pas que ce soit une bonne idée car il sait à quel point les déesses détestent blesser les humains. Théorita admet qu'il est vrai qu'elle déteste l'idée de blesser une personne, mais pour une raison quelconque, elle ne ressent aucune culpabilité quand elle pense à baveuser Bujim. Juste à ce moment-là, il y a une forte rafale de vent, et Xylo sait exactement ce que cela signifie, alors il dit à tout le monde de courir se mettre à l'abri, et un instant plus tard, une flamme de dragon brûlante remplit la ruelle. On dirait que Jaïs a finalement décidé de venir aider, mais alors qu'il pensait que le feu du dragon serait suffisant pour éliminer Bujim ainsi que tous les autres adorateurs de démons, à leur surprise, au-delà de la flamme, Bujim est toujours debout. Il dit que ce fut une expérience très éducative, mais que cette flamme de dragon a fait énormément de dégâts à son corps, donc il est forcé de battre en retraite pour pouvoir se régénérer correctement. Voir tout cela arriver confirme à peu près que Bujim est en fait le seigneur démon Spriggan. Après que tout fut terminé, Kivia convoqua une réunion avec tous ses lieutenants pour discuter de la situation. Grâce aux efforts de Xylo et Jaïs, ils avaient réussi à déjouer l'attaque des assassins, mais l'ensemble du réseau de chevaliers que Kivia avait mis en place à l'avance était en quelque sorte décimé, et l'exécution était bien trop précise, elle pense donc que les assassins disposaient d'informations internes. Tous les lieutenants sont inquiets car s'il y a vraiment une taupe, cela les met dans une position difficile. L'un d'eux suggère de limiter les informations concernant la protection de Théorita aux seules personnes de confiance, mais Xylo l'interrompt et dit que c'est une idée stupide car, étant donné la situation actuelle, ils ne peuvent faire confiance à personne. Pour autant qu'ils sachent, la taupe pourrait être l'un d'entre eux, dans cette pièce, en ce moment même. Donc, s'ils veulent vraiment découvrir qui c'est, ils suggèrent de faire appel à la 12e ordre des chevaliers sacrés pour enquêter. L'autre chevalier s'oppose à l'idée car, bien que la 12e ordre soit spécialisée dans l'investigation, ses membres ne se montrent pas en public, donc les appeler pour une telle tâche les mettrait dans une position difficile. Cependant, Xylo dit qu'ils n'ont pas le choix car, tant qu'ils n'auront pas trouvé la taupe, toute leur opération est vouée à l'échec. Xylo et les lieutenants semblent être en désaccord, alors Kivia intervient et demande l'avis du conseiller qu'elle a fait venir, le prêtre Marlin, sur la situation. Marlin vient tout juste d'arriver de la capitale, mais il comprend l'essentiel de la situation et, en l'état, il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un ici est digne de confiance, et cela s'applique aussi à lui-même. Cela dit, il n'est pas sûr que la 12e ordre puisse travailler sur un tel cas, ils doivent donc trouver le maximum par eux-mêmes. Il a demandé à Kivia si elle avait obtenu des informations utiles des prisonniers qu'elle a capturés, mais malheureusement, ceux qu'elle a pris vivants se sont tous révélés être des aventuriers qui n'avaient aucune information à divulguer. Cela aurait été différent si elle avait réussi à capturer l'un des assassins vivants, mais ce n'est pas le cas, et Kivia s'en veut pour cette erreur. Marlin lui dit qu'elle ne devrait pas prendre cela trop personnellement car ce n'est pas de sa faute, et Kivia promet d'en tenir compte. Marlin aimerait qu'elle soit un peu moins formelle avec lui puisqu'il est son oncle, mais à ce moment-là, Xylo l'interrompt car il a quelque chose à dire. Kivia essaie de lui dire de se taire, mais Xylo dit qu'il est certain que son opinion est pertinente pour cette discussion car, sinon, il n'oserait pas interrompre quelqu'un d'aussi haut placé que Marlin. Xylo dépasse les bornes ici, mais Marlin peut respecter la confiance qu'il faut pour parler ainsi devant lui, alors il demande à Xylo ce qu'il veut dire. Xylo suggère qu'il devrait enquêter sur l'intermédiaire des aventuriers, la guilde. Le représentant de la guilde des aventuriers est un homme nommé Lydio Sodri, et il gère à la fois la guilde et la ville champignon qui l'entoure, ce sera donc leur premier arrêt. Après que les détails sont finalisés, Xylo finit par rencontrer Venetim. Venetim demande nerveusement si tout s'est bien passé là-bas, et au début, Xylo ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Venetim explique qu'il craint qu'il n'ait reçu une nouvelle punition pour ce qui s'est passé, mais Xylo lui dit que ce n'est pas le cas. La réunion a été assez équitable dans l'ensemble, donc il ne leur arrivera rien de mal. Cependant, Venetim a toujours l'air très inquiet. Pendant ce temps, Lydio rencontre Shishiba et Bujim, et ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont échoué dans la mission qui leur avait été confiée. Shishiba dit que ce n'est pas de sa faute car s'occuper d'un dragon ne faisait pas partie du plan, et de plus, elle dit qu'elle ne veut plus travailler avec Bujim. Elle le traite d'amateur complet et dit à Lydio qu'il devrait se débarrasser de lui dès que possible. Cependant, Lydio l'informe que Bujim est l'une des personnes les plus fortes qu'il ait jamais rencontrées. Il y a quelques jours, 10 aventuriers ont fini par se battre avec Bujim dans une maison de jeu, et à la fin, Bujim les avait tous tués sans même transpirer. Il dit à Shishiba que si elle est si préoccupée par le fait que Bujim soit un amateur, elle n'a qu'à lui apprendre à être un pro. Elle ne peut pas discuter cela, mais elle dit qu'elle veut une augmentation de salaire. Lydio lui demande si elle pense vraiment mériter une augmentation après un échec aussi spectaculaire, et Shishiba est offensée par son ton, alors elle tente de l'attaquer. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, la petite sœur de Lydio, Erie, s'avance et la menace avec un couteau. Shishiba est toujours en colère, mais elle sait qu'elle ne pourrait pas battre Erie facilement, alors elle recule, et Lydio dit à Erie de se calmer pour l'instant.
Il attrape ensuite un sac de pièces et le lance à Shishiba pour la calmer, mais il lui rappelle que tant qu'elle n'aura pas accompli la mission comme indiqué, elle n'aura pas le reste de son argent. À ce moment-là, Bujim prend la parole et mentionne qu'il aimerait aussi une augmentation car il a pris goût à l'auteur de ce livre et aimerait en acheter quelques autres. Le lendemain matin, Xylo se rend à la cafétéria pour le petit déjeuner et retrouve Dota et Jaïs à une table. Il est surpris de voir Jaïs lever si tôt, alors il le taquine et lui demande si son dragon l'a viré de l'écurie ou quelque chose comme ça, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. La dragonne de Jaïs, Nelly, a apparemment été jalouse que Jaïs regarde d'autres dragons dans les écuries, donc il n'a pas le droit de la monter pendant un moment, et il est vraiment déçu par cela. Quoi qu'il en soit, Dota demande à Xylo où est Théorita puisqu'elle est généralement avec lui la plupart de la journée, mais il dit qu'elle dort encore pour le moment, et il préfère un peu les choses ainsi car il y a quelque chose dont il ne veut pas qu'elle entende parler. Dota sait déjà où cela mène puisque le fait qu'il ne veuille pas que Théorita en entende parler signifie qu'il pense que c'est probablement dangereux, et le fait que Xylo en parle ici signifie qu'il a l'intention de demander à Dota de le faire. Xylo admet que Dota a raison et explique qu'il veut infiltrer la guilde des aventuriers, c'est pourquoi il a besoin de l'aide de Dota. Dota lui demande pourquoi il ne peut pas simplement demander à Rino de le faire puisqu'il était aventurier, mais Xylo l'informe que Rino est actuellement enfermé, et même s'il ne l'était pas, il est trop imprévisible pour qu'on lui fasse confiance. Voyant que Dota ne veut vraiment pas faire cela, Jaïs se porte volontaire pour aider Xylo à la place de Dota puisqu'il n'a rien de mieux à faire, mais Xylo dit qu'il a spécifiquement besoin de l'expertise de Dota pour cette mission, donc ça doit être lui. Dota accepte à contre-cœur d'aider, alors Jaïs se lève pour partir, mais avant de le faire, il avertit Xylo de ne pas trop en demander à Dota car c'est une personne incroyable. Après tout, il a un jour sacrifié son bras pour nourrir un dragon affamé, et c'est un sacrifice que Jaïs, en tant qu'amoureux des dragons, respecte de tout son cœur. Après le départ de Jaïs, Dota demande à Xylo quels sont les détails de ce plan, et plus tard dans la journée, ils partent tous les deux rencontrer Kivia, qui est habillée un peu différemment aujourd'hui. La raison en est que, lors de la dernière mission, Xylo avait mentionné avec désinvolture que Kivia s'habillait toujours comme un homme, alors elle a voulu lui prouver le contraire. Elle demande si Xylo a quelque chose de méchant à dire sur sa tenue cette fois-ci, mais à sa surprise, Xylo la complimente et dit qu'elle ressemble à une vraie noble, le genre de femme qui ne manquerait pas de prétendants empressés. Le compliment de Xylo l'a rendue très heureuse, mais Kivia ne veut pas le montrer, alors elle suggère de poursuivre le plan. Ils doivent encore trouver quel travail utiliser pour embaucher des aventuriers, et Xylo pense que l'option la plus naturelle serait la chasse aux démons. Mais Dota l'informe que c'est plutôt un travail pour l'armée, donc les aventuriers resteraient à l'écart de son offre. Kivia suggère alors qu'il pourrait dire que c'est un travail pour éliminer des bandits, mais même si cela aurait pu fonctionner s'ils étaient dans un petit village, Dota lui rappelle que c'est une grande ville avec énormément de sécurité, donc les bandits ne sont pas vraiment un problème ici. Kivia demande alors à Dota s'il a des idées, et en fait, il a l'histoire parfaite. Dota compte dire aux gens que Kivia est une noble mariée et Xylo son amant, et qu'ils essaient d'engager quelqu'un pour assassiner son mari afin qu'elle puisse être avec Xylo. Le jour où Dota a été condamné à être un héros, il a été jugé tout comme Xylo. Il avait commis plus d'1 millier de vols à ce moment-là, mais la raison principale pour laquelle il a été traduit en justice aujourd'hui est à cause de sa récente tentative d'évasion du donjon du château impliquant ce dragon là-bas. Dota est un peu confus après avoir entendu cela car il ne comprend pas pourquoi ce ne sont que ces crimes qui lui sont reprochés alors qu'il a littéralement tenté d'enlever le prince héritier. Le prince était venu le voir, terrifié, et avait demandé à Dota de le sauver car il croyait qu'il se passait quelque chose d'étrange au sein de la famille royale. Cependant, le juge l'a interrompu et lui a crié d'arrêter de proférer des accusations aussi infondées. Il dit que l'affirmation de Dota d'avoir rencontré le prince héritier est fausse, et son affirmation que le prince héritier lui a demandé de l'aide est également fausse. Cependant, Dota a refusé de se laisser manipuler et a juré qu'il était certain d'avoir rencontré le prince héritier car il ne pourrait jamais oublier à quel point il avait l'air terrifié en demandant de l'aide, et le fait qu'il ait été assez désespéré pour demander de l'aide à une moins que rien comme Dota est la preuve suffisante qu'il se passe vraiment quelque chose dans la famille royale. Cependant, essayer de faire comprendre cela à ces idiots, c'est comme parler à un mur. Dota finit par être plaqué au sol, et le juge aurait aimé le condamner à mort et en finir, mais il a reçu une demande de l'Alliance centrale de la noblesse de le condamner à être un héros à la place. De retour au présent, Xylo et Kivia se dirigent vers la guilde des aventuriers, mais cet endroit est encore plus délabré qu'ils ne l'imaginaient. Pratiquement tout le monde ici fait au moins une chose illégale, mais Kivia doit les ignorer pour l'instant puisqu'elle est en mission d'infiltration. Alors qu'ils continuent de marcher, Xylo demande à Kivia pourquoi elle a choisi de rejoindre l'armée, de tous les endroits possibles, car cela n'a aucun sens pour quelqu'un comme elle, issue d'une riche et puissante famille de temples, de mettre volontairement sa vie en danger sans raison. Cela ne dérange pas Kivia d'en parler, alors elle explique que ses deux parents étaient des prêtres qui ont gagné en influence au sein du temple, et ils ont utilisé cette influence pour amasser beaucoup de richesses, mais pas toujours de manière éthique.
Kivia a toujours détesté cela chez ses parents, alors elle a voulu se faire un nom en tant que chevalier en dehors de leur influence. En fait, elle a toujours la première épée d'entraînement qu'elle a reçue de son oncle quand elle a décidé de devenir chevalier, et une partie de la raison pour laquelle elle est si proche de lui est qu'il a soutenu son rêve de se construire un avenir par son propre talent. Kivia dit ensuite à Xylo qu'elle a une question pour lui, et elle s'apprête à demander si sa relation avec Franchi est toujours sérieuse, mais à ce moment-là, Dota se présente pour les informer qu'il a fini de reconnaître les lieux. D'après ce qu'il a vu, l'idiot a une vingtaine de soldats gardant l'endroit, ce qui ne semble pas beaucoup, mais il a aussi des enfants qui ressemblent à de minuscules assassins entraînés. Xylo n'est pas surpris d'entendre cela car des rumeurs courent que la guilde des aventuriers recueille des orphelins et les forme pour en faire des assassins loyaux, mais cela le rend tout de même malade. Le plan est que Dota enlève l'idiot pendant que Xylo et Kivia créent une agitation à l'intérieur, alors ils continuent leur chemin vers la guilde, et Kivia serre le bras de Xylo pour maintenir leur couverture. Mais malheureusement, l'idiot sait déjà qu'ils sont là grâce à ces petits assassins. Il est particulièrement inquiet de la présence de Xylo ici, mais si les circonstances sont bonnes, il pourrait peut-être capturer Xylo vivant. Les enfants promettent de faire de leur mieux pour le capturer, mais au cas où, l'idiot leur dit de contacter Shishiba et Bujim en renfort et de réveiller Dursami également. Pendant ce temps, au comptoir de la réception, Kivia frappe du poing sur la table et demande à engager un assassin. La guilde devient immédiatement silencieuse, soupçonneuse, quand elle dit cela car il n'y a aucune chance que quelqu'un qui voudrait engager un tueur le dise à voix haute comme ça. Kivia fait de son mieux pour jouer le rôle d'une noble éprise d'amour, mais c'est vraiment embarrassant à regarder, et les réceptionnistes ne semblent pas non plus y croire, alors Xylo commence à penser qu'il serait plus simple de simplement faire sauter cet endroit pour créer une distraction pour Dota. Cependant, avant qu'il ne puisse faire cela, Franchi et deux de ses gardes du corps se présentent, et elle est apparemment bien connue ici, alors elle se porte garante pour Xylo et Kivia et les fait venir dans une salle privée avec elle. Franchi était apparemment sous couverture ici depuis un moment en tant qu'aventurière car elle essayait aussi d'approcher l'idiot, mais l'arrivée de Xylo et Kivia a ruiné tout son plan alors qu'elle était sur le point de gagner la confiance de l'idiot. En fait, pendant qu'il parle, l'idiot est probablement en train de faire préparer ses subordonnés pour les éliminer, et Franchi a tout à fait raison car les troupes de l'idiot ont littéralement une mitrailleuse pointée sur la salle. L'une des petites filles frappe alors à la porte comme appât pour les attirer, mais Xylo sait déjà exactement ce qui se passe, alors il prépare ses armes, et alors que les mitrailleuses tirent, ils se jettent tous au sol. Après quelques secondes de tir, Kivia tranche la main du tireur, et quant aux enfants, ils sont peut-être des tueurs entraînés, mais ce ne sont encore que des enfants, alors Franchi en frappe un au visage. Xylo envoie un uppercut à un autre, et les gardes du corps de Franchi font tomber une porte sur le dernier. Les enfants sont tous encore en vie, grièvement blessés, mais vivants. Cependant, on ne peut pas en dire autant du tireur, car Xylo lui lance négligemment une dague explosive, et elle fait un trou à travers le bâtiment, révélant beaucoup plus de personnes en dessous. Et puisqu'il ne sert plus à rien d'essayer d'être discret, Xylo suggère qu'il devrait simplement éliminer autant de ces assassins que possible. L'idiot est choqué par la tournure des événements, car il ne pensait pas qu'il serait aussi agressif. Erier lui suggère de battre en retraite par le passage souterrain, mais il dit qu'il sera plus facile de se faufiler dans tout ce chaos, alors il demande à Erier d'appeler toutes les forces dont il dispose actuellement. Shishiba a apparemment engagé le groupe Ironwell, il devrait donc être un ajout redoutable à leur force, mais il doute qu'ils arrivent à temps, alors il se prépare au pire. Il veut envoyer tous les aventuriers disponibles contre l'agresseur, et bien qu'il ne voulait pas tuer celui qui est lié à une déesse, les choses étant ce qu'elles sont, il n'a d'autre choix que de faire tuer Xylo. Entre-temps, il ordonne à Erier de rester à ses côtés, alors elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'idiot, même si cela doit lui coûter la vie, et l'idiot est heureux de l'entendre, un peu trop heureux, si vous voulez mon avis. Pendant ce temps, à l'extérieur, alors que le combat se répand dans les rues, Kivia déchire sa robe pour une meilleure mobilité et sort son épée pour se battre. L'un des aventuriers charge vers elle, mais elle part facilement son attaque, puis elle se baisse pour viser ses tibias. Elle le frappe ensuite si fort que ses protège-tibias sont brisés, et après qu'il se soit effondré au sol, elle menace de le tuer s'il ne se rend pas. Pendant ce temps, Xylo prend son élan sur l'auvent d'une boutique et saute dans les airs pour avoir une vue d'ensemble du champ de bataille, et depuis le ciel, il aperçoit un tireur d'élite visant droit sur Kivia, alors il l'élimine avec une explosion qui rase le sommet du bâtiment. Cela entraîne la chute de plusieurs tonnes de débris dans les rues en contrebas, et Kivia crie après Xylo pour avoir causé trop de dégâts collatéraux, mais il lui dit qu'il bloque simplement les chemins pour que l'idiot ne puisse pas appeler de renfort. Elle veut discuter avec lui, mais soudainement, elle est attaquée par une bande d'enfants assassins de l'idiot, et ils sont peut-être plus faibles qu'un épéiste normal. Il y en a beaucoup, donc Kivia commence à être submergée. Franchi intervient pour l'aider, et comme tuer carrément les enfants serait un peu trop, elle opte pour la meilleure option suivante et les électrocute avec son sceau sacré de foudre violette avant d'envoyer valser l'enfant. La bataille continue ainsi pendant un certain temps,
Alors Franchi demande à Xylo s'il a un plan car ils ne peuvent pas continuer éternellement, mais Xylo dit que le plan est de provoquer un tapage encore plus grand jusqu'à ce que l'idiot soit forcé de se montrer, et pour ce qui est des plans, c'est l'un des pires que Franchi ait jamais entendu. Juste à ce moment-là, un groupe d'aventuriers connus sous le nom de chasseurs se montre, et leur chef déclare fièrement qu'ils sont là pour arrêter Xylo et les autres, mais le groupe a du mal à les prendre au sérieux car ils ressemblent carrément à une bande d'ivrognes idiots. Le chef prend ombrage de cela et ordonne à ses hommes de se mettre en position pour attaquer, alors ils sortent tous leurs bâtons de foudre, et ils sont peut-être idiots, mais il n'y a rien de plus effrayant qu'un idiot avec une arme à feu. Ceci dit, ils ont un terrible visé, donc les tirs vont dans tous les sens, et il s'avère que les blasters qu'ils utilisent ne sont même pas de vrais blasters, ce sont juste des feux d'artifice restants du festival. C'est un peu ennuyeux, mais cela devrait être facile à gérer pour Kivia et Franchi, alors Xylo leur laisse cela et se dirige vers le toit pour reconnaître les lieux. Malheureusement, dès qu'il est dans les airs, il se retrouve face à face avec un mitrailleur qui ouvre immédiatement le feu, alors Xylo est forcé d'effectuer quelques manœuvres aériennes rapides avant de lancer une autre dague explosive qui fait exploser le toit. Xylo saute ensuite au sol, et en descendant, il prend soin d'écraser le chef du groupe d'aventuriers. Les aventuriers sont tous en difficulté dans cette bataille, donc leur défaite est à peu près garantie, mais au moment où tout semblait terminé, Xylo remarque quelque chose de gros se dirigeant vers lui, alors il esquive rapidement alors qu'un démon troll s'écrase au sol. Ils réalisent tous que l'idiot devait garder cette chose comme animal de compagnie, et s'ils doivent maintenant affronter un monstre comme ça, ils pourraient avoir des ennuis. Les aventuriers reprennent tous du poil de la bête et reprennent leur attaque car ils pensent avoir une chance maintenant, mais au moment où ils s'approchaient, Xylo a senti la présence d'une petite déesse familière, et à son grand dam, il découvre que Théorita et les autres sont là. Elle est contrariée que Xylo soit parti en mission sans elle, alors elle prévoit de se joindre à la fête immédiatement, et le chevalier chargé d'empêcher Théorita de découvrir tout cela secoue la tête car il sait qu'il va avoir de gros ennuis à cause de ça. Les aventuriers sont un peu inquiets car ils ne s'attendaient pas à ce que plus de gens se présentent, et Xylo les avertit de se rendre immédiatement car s'ils combattent le reste de son équipe, ils ne seront pas épargnés. Pendant ce temps, l'idiot se dirige vers la sortie de la ville car il sait que Xylo n'a provoqué tout ce tumulte que pour l'attirer, et il ne compte pas tomber dans un appât aussi évident. Alors qu'il se faufile dans les ruelles, King essaie de se présenter aux aventuriers et leur dit calmement de se rendre immédiatement, mais ils refusent tous, alors il abandonne l'idée de les épargner et ouvre une boîte de bombes qu'il a apportée pour en réduire un bon nombre en miettes. Les aventuriers armés d'arbalètes ouvrent le feu sur King, mais Tatsuya intervient et bloque toutes les flèches avant de bondir pour les éliminer. Jaïs se joint ensuite à la mêlée et commence à massacrer autant d'aventuriers qu'il peut en attraper, mais il prend soin d'épargner les chevaux parce qu'au fond, il est toujours un amoureux des animaux. Quant aux trolls, Xylo, Kivia et Franchi essaient toujours de s'en occuper, et le seul qui a assez de puissance de feu pour l'éliminer est Xylo, alors Kivia lui dit qu'elle distraira le monstre pendant qu'il se met en position pour l'achever. Xylo l'entend haut et fort, alors il court chercher Théorita, et elle saute joyeusement dans ses bras car elle est contente que Xylo reconnaisse enfin son utilité au combat. Tout en volant dans les airs, Théorita active sa capacité et fait pleuvoir une pluie d'épées sur le troll, et pour l'achever, elle crée une dernière épée, que Xylo lance sur le troll, le réduisant en morceaux. Maintenant que la bataille est terminée, Xylo remercie Théorita pour son aide, mais elle lui dit que ce n'est pas suffisant pour elle. Elle veut recevoir des éloges appropriés de sa part, et comme Xylo s'est beaucoup rapproché d'elle, il lui donne une nouvelle caresse sur la tête en récompense. Tous les aventuriers regardent avec horreur leur atout majeur partir en fumée, et à ce stade, ils n'ont d'autre choix que de se rendre. Pendant ce temps, l'idiot et Erié s'enfuient, cachés dans la foule de citoyens en fuite, mais l'idiot est distrait par la vue de la destruction de tout ce qu'il a travaillé dur à maintenir, et par conséquent, il est séparé d'Erié par la foule. Cette petite distance a été plus que suffisante pour que Dota fonde et place une lame contre le cou de l'idiot, et il s'excuse de faire cela, mais Xylo l'y a pratiquement forcé. Il promet de ne pas blesser l'idiot s'il vient tranquillement, et l'idiot réalise qu'il n'a aucune chance de s'échapper, alors il abandonne, et en quelques instants, Dota l'a emmené. Pendant ce temps, Bujim et Shishiba sont actuellement sur le mur de la ville à observer tout le chaos, et bien qu'ils ne sachent pas exactement ce qui s'est passé, Shishiba pense qu'il est raisonnable de supposer que l'idiot est soit mort, soit capturé après quelque chose comme ça. Le chef du groupe Well est déçu d'entendre cela car il a fait tout ce chemin seulement pour que son employeur soit capturé, et il refuse absolument de travailler sans être payé, alors il dit que cela s'arrête là pour lui. Shishiba ne peut pas lui reprocher de refuser d'y aller, mais elle n'a pas encore été payée non plus, alors elle prévoit de se rendre à la guilde pour récupérer son argent. Elle demande à Bujim ce qu'il compte faire, alors il lui dit qu'il va sauver l'idiot. Elle est surprise d'entendre cela de sa part, mais il dit que c'est la chose polie à faire car il doit beaucoup à l'idiot. Cependant, au moment où il s'apprêtait à partir, il reçoit un message transmis par un moustique démoniaque, et apparemment, il vient de recevoir l'ordre d'abandonner l'idiot.
Il se tourne ensuite vers Well et lui demande s'il est prêt à accepter un nouveau travail pour lui. Alors qu'il dit cela, un groupe de démons émerge des ombres, et initialement ils sont hostiles envers Well et Shishiba, mais Bujim leur crie dessus pour être impoli envers ses amis et décapite l'un des démons en punition. Shishiba a toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez Bujim, mais elle n'aurait jamais deviné que c'était un démon. Bujim ne voit pas où est le problème car il lui a déjà dit qu'il paierait pour leur service, et d'après ce qu'il a appris, cela devrait être une motivation suffisante pour la convaincre. Shishiba hésite peut-être encore, mais Well a déjà pris sa décision, alors il commence à appeler Bujim patron et lui demande ce qu'il doit faire. Bujim explique que ses ordres sont d'effacer toutes les connexions entre lui et l'idiot, ce qui signifie essentiellement qu'il doit tout détruire ici, et Well dit qu'il peut s'en occuper. Bujim s'adresse ensuite à Shishiba et dit qu'il lui doit de lui avoir appris à être un mercenaire, donc il préférerait ne pas la tuer. Elle demande à Bujim s'il est en train de lui dire de se retourner contre l'humanité, et il répond que c'est exactement ce qu'il lui demande. Il a appris de l'idiot que les humains sont plus préoccupés par la protection d'eux-mêmes et de leur famille que par la protection de l'espèce dans son ensemble, donc il est logique qu'elle priorise sa propre sécurité par rapport à la race humaine collective, et Shishiba réalise que Bujim a raison à son sujet, alors elle accepte à contre-cœur. De retour à la guilde, tous les aventuriers restants ont été rassemblés, et leur situation n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait s'y attendre car tout ce que King veut d'eux, c'est qu'ils expient leurs méfaits en le servant, et après la défaite écrasante qu'ils ont subie, les aventuriers ont trop peur pour désobéir. Quant à l'idiot, il a été attaché dans un coin de la pièce, et ils essaient de lui faire cracher le morceau sur qui est derrière toute cette opération. L'idiot affirme qu'il n'a aucune information sur son employeur, mais Xylo n'y croit pas, alors il attrape l'idiot par les cheveux et dit qu'il est prêt à conclure un marché avec lui. En entendant cela, l'idiot cède et dit qu'il est prêt à coopérer s'ils peuvent garantir la sécurité de ses petits frères et sœurs. Xylo suppose qu'il doit parler de ses enfants assassins, et l'idiot explique que ces gars sont les personnes les plus importantes de sa vie, donc tant qu'ils seront épargnés, il est prêt à parler. Xylo accepte le marché, et Kivia s'apprête à lui crier dessus pour avoir fait un marché sans demander la permission d'abord, mais il lui demande si elle préférerait traquer ses enfants et les exécuter un par un devant l'idiot car c'est probablement la seule autre façon de le faire parler. Kivia réalise que Xylo a raison, alors elle le laisse gérer le reste. L'idiot commence à parler et révèle qu'un jour, il a été approché par quelqu'un qui se faisait appeler un coexistor, et il lui a fait une offre pour qu'il les aide. Bien que ce n'était pas vraiment un choix, c'était soit il obéissait au coexistor, soit lui et tous ceux qui lui étaient chers seraient tués sur le champ. Il ajoute que l'homme qu'il a rencontré a dit que son nom était Mahazel Zulkov, mais Kivia ricane et dit que ce n'est pas possible car Mahazel est le nom d'une sainte, mais ensuite elle a une révélation terrifiante. Elle allait dire quelque chose, mais à ce moment-là, la guilde a essuyé des tirs de l'un des tirs d'artillerie de Well, et pendant que tout le monde court se mettre à l'abri, l'idiot parvient à s'échapper par un passage secret. Alors qu'il se ferait un chemin à travers les tunnels, il finit par tomber sur Erié, et il est vraiment heureux de voir qu'elle va toujours bien. Il lui demande où sont les autres enfants, et elle lui dit qu'ils sont tous à proximité, mais au moment où l'idiot a poussé un soupir de soulagement parce que sa famille est toujours en vie, Erié lui transperce la poitrine de sa main. À cet instant, l'idiot réalise que ce n'est pas Erié, et le seigneur démon qui la possède, Spriggan, lui dit qu'il a raison. Il utilise simplement son corps et son cerveau pour le moment, et quand il a dit que les autres enfants étaient à proximité, il n'a jamais dit qu'ils étaient encore en vie. L'idiot sombre dans le désespoir en réalisant que la famille qu'il a travaillé si dur à protéger a été détruite, et un instant plus tard, il est tué à son tour. Spriggan se tourne ensuite vers les autres et leur dit qu'ils doivent accélérer le calendrier de leur plan, donc ils doivent détruire la ville, tuer chaque humain ici, et surtout, s'assurer de tuer Théorita. Bujim n'a pas d'objection au plan, mais il demande s'il peut avoir un peu de temps car il aimerait donner à l'idiot une sépulture convenable puisqu'il le considérait comme un ami. Cependant, on lui dit qu'il n'y a pas de temps pour ça, et qu'il n'a pas le droit de refuser ses ordres car Spriggan est responsable de lui, alors Bujim s'excuse auprès du cadavre de l'idiot et le remercie d'avoir acheté des livres pour lui. Après que tout le chaos se soit calmé, Kivia et Franchi étalent tout ce qu'ils ont réussi à rassembler de la guilde, mais il n'y a pas grand-chose, car la plupart est parti en fumée. Parmi les vestiges, un objet en particulier semble attirer l'attention de Kivia, alors elle le ramasse, et Franchi reconnaît immédiatement une sorte de reçu de contrat. En entendant cela, Kivia se demande si l'idiot disait vraiment la vérité à propos de Mahazel Zelkov, mais elle ne peut pas le confirmer car ils n'ont aucune idée d'où se trouve l'idiot maintenant. Franchi dit à Kivia qu'il devrait probablement abandonner l'idée de capturer cet homme car il est soit très, très loin de cette ville, soit il est mort dans tout le chaos. Pendant que ces deux-là parlent, on voit Venetim s'approcher d'un des gardes pour demander la libération d'un des héros condamnés. Le garde rejette sa demande car il a reçu l'ordre strict de ne pas laisser Reno sortir, mais Venetim lui dit que la situation a changé, ce qui explique pourquoi ils ont besoin de Reno. Il a également un formulaire de libération officiel prêt, et au début, le garde doute que ce soit un formulaire authentique,
Mais Venetim pointe le sceau sur le papier comme preuve de son authenticité. Il dit aussi au garde qu'il est libre d'aller le vérifier lui-même, et Venetim est si convaincant que le garde le croit immédiatement, mais d'abord, il veut aller vérifier auprès de sa hiérarchie. Au même moment, Xylo, Theorita, King et Jace sont tous assis ensemble pour déjeuner, et Theorita commence à se plaindre car elle en a marre d'être coincée dans ce fort toute la journée. Elle dit qu'elle veut sortir, et en entendant cela, King lui dit qu'il connaît l'endroit parfait. Il suggère à Theorita d'aller au musée local car il y a d'innombrables et magnifiques œuvres d'art là-bas, mais Jace pense que c'est beaucoup trop ennuyeux, alors il dit à Theorita que si elle veut s'amuser, elle devrait aller voir l'océan et peut-être faire un peu de chasse aérienne pendant qu'elle y est. Xylo rappelle à Jace que seuls les dragons sont capables de faire ce genre de choses, donc cela ne s'applique pas vraiment à Theorita, et de toute façon, ça n'a pas d'importance car elle ne sortira pas de sitôt. Il lui rappelle qu'il y a encore des gens qui veulent sa vie, donc il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent la permission de sortir en un moment pareil. Cependant, juste à ce moment-là, Kivia s'approche d'eux et dit qu'elle est en fait disposée à approuver une sortie, mais seulement à condition qu'il n'aille pas plus loin que le temple. C'est une nouvelle formidable pour Theorita, mais Xylo est un peu confus car ce n'est pas dans le caractère de Kivia, alors il lui demande s'il y a une raison particulière à cela. Cependant, elle dit qu'elle voulait juste améliorer un peu l'humeur de Theorita, rien de plus. Elle dit ensuite à Xylo d'informer le prêtre Marlin de sa sortie avec Theorita, et cela prend Xylo au dépourvu car il supposait que Kivia superviserait la sortie. Cependant, elle dit qu'elle est trop occupée. Un peu plus tard, Xylo et Theorita sont en ville, et Theorita adore absolument toute l'attention qu'elle reçoit des gens ici. Ils lui demandent tous un autographe car il y a une superstition que la signature d'une déesse éloigne le malheur. Quelques vieilles dames apportent ensuite un plateau de biscuits à Theorita pour la remercier de tout ce qu'elle fait dans la lutte contre les démons, et Theorita est très heureuse car c'est le genre de reconnaissance qu'elle recherchait, mais Xylo confisque rapidement les biscuits par précaution car, même s'ils sont probablement bons, il doit encore les tester pour détecter un éventuel poison afin de s'assurer qu'ils sont sans danger. Pendant qu'il fait cela, il surprend deux petites filles en train de parler de lui, et elles semblent avoir une opinion assez positive de lui puisqu'elles l'appellent un légendaire chasseur de seigneurs démons, et il est surpris que les gens le connaissent. À ce moment, Marlin sort du temple et dit à Xylo qu'il s'est gagné pas mal de fans grâce à ses actions héroïques. Xylo pensait que personne ne se soucierait de ses exploits car il est un héros pénal, mais il s'avère que tuer 3 seigneurs démons fait des merveilles pour tes relations publiques. Marlin a également commencé à voir Xylo sous un jour positif, principalement parce que Kivia a dit beaucoup de bien de lui. Marlin continue ensuite en parlant de combien il tient à Kivia et que si quelqu'un devait lui faire du mal ou la trahir, alors il aurait affaire à lui. À ce propos, Marlin est bien conscient des sentiments de Kivia pour Xylo, et il est également conscient que Xylo a déjà une fiancée, alors il voulait discuter de certaines choses avec lui, mais sa phrase a été interrompue car une cloche d'alarme sonne soudainement, et tout le monde commence immédiatement à paniquer car ils savent ce que cela signifie, la ville est actuellement attaquée. Pendant que toutes les forces sont rassemblées pour défendre la ville, Kivia se dirige vers la salle des documents, espérant rassembler des renseignements pendant que tout le monde est occupé. Cependant, il semble qu'elle n'était pas la seule à avoir eu cette idée, car quand elle entre, elle trouve Venetim en train de fouiller dans les dossiers. Elle exige de savoir pourquoi Venetim est ici puisque cette salle est interdite aux personnes n'ayant pas une haute autorisation militaire. Venetim fait l'ignorant et prétend qu'il n'avait aucune idée que c'était une zone interdite, et Kivia sait qu'il ment, mais techniquement, elle n'est pas censée être là non plus, alors elle n'en fait pas tout un plat. Venetim accepte de partir, et il demande à Kivia de garder ce petit incident secret entre deux car il préférerait ne pas avoir à se justifier. Après son départ, Kivia jette un œil au livre que Venetim lisait, et cela soulève pas mal d'inquiétude pour elle. Un peu plus tard, Xylo vient retrouver Venetim dans une des tours, mais à sa grande surprise, il trouve également Reno ici. Reno félicite Xylo pour le nombre impressionnant d'exploits qu'il a accumulés en si peu de temps. Il salue aussi Theorita et se présente comme l'artilleur de l'équipe, mais elle est un peu méfiante envers lui car elle sent que quelque chose ne va pas chez lui. Xylo commence vraiment à regretter d'avoir fait libérer Reno de prison car Reno l'énerve. Bref, passons au plan. Venetim explique que la tour sur la côte a déjà été prise, et Xylo est vraiment déçu d'apprendre cela car cette tour représentait une grande partie de leur défense côtière. Cela dit, il n'a pas l'intention d'essayer de la reprendre car il voit bien que c'est un piège. Les démons ont de l'artillerie lourde de leur côté, et à en juger par la vitesse du vent aujourd'hui, Reno est sûr que s'il le voulait, le camp démon pourrait probablement détruire une bonne partie de la ville, mais ils ne l'ont pas encore fait, ce qui signifie qu'ils attendent quelque chose. Xylo demande à Venetim quels sont les ordres officiels, alors Venetim transmet le message, disant que les héros vont être forcés de défendre le port. Tous les autres chevaliers ont été envoyés à la capitale pour la défendre, donc les héros devront défendre le port au péril de leur vie jusqu'à l'arrivée des renforts. Xylo est agacé et attrape Venetim par la chemise car il sait qu'aucun renfort ne viendra les aider. Après tout, les hauts gradés ne se soucient que d'eux-mêmes,
Mais il n'a pas l'intention de laisser tout ça se terminer en désastre, alors il se prépare à faire tout leur possible pour gagner. King rassemble ses gens et leur dit qu'il veut fabriquer des défenses à sceau sacré pour cette forteresse, comme la dernière fois. Xylo est surpris que King ait réussi à faire en sorte que tous les aventuriers le suivent aussi facilement, mais après la destruction de la guilde, ils sont juste contents d'avoir encore un travail à faire. King leur a apparemment même promis des salaires et des titres, mais en entendant cela, Xylo commence à s'inquiéter car il est impossible que King puisse tenir cette promesse. Cela dit, c'est un problème pour un autre jour, alors Xylo décide de laisser les choses en l'état pour l'instant, et il continue d'installer la base. Plus tard dans la nuit, Xylo prépare un ragoût pour tout le monde et en offre un bol à Tatsuya. Tatsuya prend le bol, mais ensuite il essaie d'utiliser ses mains pour le manger, ce qui finit par gaspiller la plupart de la nourriture. Juste à ce moment, Reno s'approche, et il est couvert de la tête aux pieds d'un équipement impressionnant. Théorita n'a jamais rien vu de tel auparavant, alors Xylo explique qu'il s'agit d'un composé d'artillerie navale assaut. Reno est un peu déçu car il pensait qu'il les appellerait pour se retrouver ici, pourtant, il ne voit aucune trace de Tsav ou de Jaïs. Xylo explique que Tsav est encore en train d'être soigné pour son bras détruit, donc ils ne le verront probablement pas pour le reste de la journée, et quant à Jaïs, Xylo aurait adoré l'avoir dans l'équipe, mais les hauts gradés semblent penser qu'un dragon est trop dangereux pour être emmené au combat en zone urbaine. Cependant, Venetim trouvera une solution. À en croire les apparences, ils ne seront que tous les 4 ici, mais Reno dit qu'il a une suggestion pour résoudre leur problème d'effectifs. Il suggère qu'ils devraient simplement faire sauter une partie du mur car une fois que le centre-ville sera exposé, alors ces hauts gradés seront forcés d'agir pour s'assurer que les monstres n'aillent pas trop loin. Théorita est stupéfaite par ce qu'elle vient d'entendre, mais Xylo est déjà conscient du manque total de morale de Reno, alors il rejette catégoriquement sa demande car il a un bien meilleur plan. Les hauts gradés ne se soucient peut-être pas des gens, mais ils se soucient certainement de leur profit, donc s'ils perdent des millions après que leur navire soit pris pour cible, alors ils seront forcés d'agir, et c'est là que Reno entre en jeu. Un peu plus tard, Venetim entre et informe Kivia qu'il semble qu'un de leurs grands navires à sceau sacré ait été détruit, alors il demande la permission d'utiliser leur dragon. Au début, elle a du mal à croire que ce que Venetim vient de dire est vrai, mais un instant plus tard, un chevalier arrive en courant pour l'informer que le navire à sceau sacré est vraiment en feu. L'ordre des chevaliers a même envoyé une demande officielle de renfort, donc Kivia finit par approuver la demande de Venetim. Venetim la remercie et lui dit de transmettre ses meilleures salutations à Marlin, mais en l'entendant mentionner son oncle, elle entre soudainement dans une rage folle car elle est aux prises avec la possibilité que son oncle soit un des adorateurs de démons, mais elle veut désespérément croire que ce n'est pas vrai. Voyant qu'elle est bouleversée, Venetim fait marche arrière et dit qu'il ne voulait manquer de respect en rien, mais il a juste quelques suggestions de sécurité supplémentaires pour les voies d'eau souterraines. Venetim a en quelque sorte inventé ce dernier point sur la nécessité de protéger les voies d'eau, mais il s'avère que c'était une bonne idée de sa part car les démons avaient prévu d'infiltrer la majorité de leurs forces par les voies d'eau. Grâce au blocus du bâton à éclair en chaîne de Kivia, aucun démon n'a réussi à percer, mais malheureusement, Bujim se trouvait là aussi, et bien qu'il apprécie la qualité de ce plan, il a encore un travail à faire, alors il massacre tous les soldats. Plus tard, les démons ont pénétré dans la ville, et la nouvelle du massacre dans les voies d'eau a été diffusée, alors Marlin en a profité pour obtenir la coopération de l'armée. Maintenant, il a le commandement sur un domaine extrêmement vaste. Et Kivia suppose que cela doit être la preuve que son oncle n'est pas un des adorateurs de démons car sinon, il n'aurait pas rassemblé une force aussi importante. Cependant, alors qu'il se prépare à partir, Kivia l'entend prononcer le nom Meza à la voix basse, et cela déclenche l'alarme car c'est le nom associé aux adorateurs de démons. Donc, le pire cauchemar de Kivia pourrait bien s'avérer vrai.